Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, ça aide énormément, ça peut paraître anodin, mais en réalité ça nous encourage à continuer en tant que créateur de contenu, ça nous donne un petit peu plus de visibilité. Et sinon, si vous voulez suivre en live toutes les émissions, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch Tout se comprend. Merci à tous et bon visionnage. Mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer enfin cette conférence. Je le redis, mais je suis très heureux d'être là et de faire cet exercice avec vous. Avant toute chose, gros disclaimer, deux choses que je dis pour un petit peu me laver les mains. C'est première chose, enfin les deux choses sont liées, je ne suis, on va dire, ni spécialiste de l'univers de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, de ce que vous voulez. J'ai à peine lu les deux premiers tomes du Seigneur des Anneaux. J'ai vu évidemment les films, mais j'ai pas lu le Silmarillion ou d'autres œuvres annexes de Tolkien. Donc voilà, n'hésitez pas dans le chat, si vous êtes un crack de l'univers, à rajouter des détails, à me corriger, à faire, tout simplement compléter et animer par vous-même en fait. Rajouter plein d'informations qui pourraient être croustillantes justement sur l'univers de Tolkien. La deuxième chose du coup, qui est un petit peu qui est complètement liée, c'est que je ne suis pas non plus climatologue ou climatologiste. Je ne maîtrise pas les outils, les codes de la climatologie. Je ne suis pas chercheur dans ce domaine-là. Je ne suis même plus chercheur en l'état, même si je l'ai été. Donc, excusez-moi par avance pour les climatologues du chat qui éventuellement pourront être choqués par certains propos. Je vais essayer de mon mieux d'être relativement rigoureux et de dire voilà, les choses telles que je les ai appris en préparant l'émission. Mais voilà, je ne suis sûr de rien et encore une fois, n'hésitez pas à venir me corriger, à venir compléter, à venir me reprendre sur des notions scientifiques également. Comme ça, voilà, on fait un stream vraiment qui se veut un peu le plus rigoureux possible. Et l'objectif, c'est aussi pour moi d'apprendre des choses de vous, de ce que vous connaissez, si vous avez aussi des anecdotes, ce genre de choses. Donc voilà, ce n'est pas un stream en sens unique. C'est ce que je veux dire, c'est que je sollicite de votre part de l'interaction et de la bienveillance, évidemment. Voilà, eh bien on a fait le tour de la checklist, mesdames et messieurs. Je vais du coup dès à présent aller sur la super scène incroyable de la toute première slide, c'est fou, hein. On y est, ça y est, deuxième conférence qui va commencer, backseat obligatoire, exactement, n'hésitez pas à venir backseater, et si vous voulez aussi, franchement, il n'y a aucun souci de laisser des messages un peu rigolos, d'animer le chat à votre manière, faites-vous vraiment plaisir, on est là, on n'est pas non plus là pour faire une conférence d'un sérieux complètement, on n'est pas là pour faire une conférence de colloque extrêmement sérieuse, hein. L'objectif c'est de se détendre, d'apprendre un peu 2-3 trucs de science avec un petit enrobage de Seigneur des Anneaux et de Tolkien. Voilà, on se fait plaisir. Bref, tout commence avec cette slide qui met en opposition deux notions qu'il faut quand même que j'explique très rapidement parce qu'il ne faut pas confondre, sans doute vous connaissez la différence entre ces deux notions, climat versus météorologie. Ou climatologie versus météorologie, c'est deux disciplines scientifiques qui s'intéressent pour peu au même mécanisme, on va dire, qui concerne la planète Terre en l'occurrence, et l'état dans lequel elle est au niveau atmosphérique, c'est-à-dire relever certaines caractéristiques comme la température, l'humidité ou l'orientation des vents, la force des vents, la quantité d'eau récupérée, les précipitations. Mais malgré le sujet, l'objet d'étude qui est en commun entre la climatologie et la météorologie, ce sont quand même deux disciplines qui répondent en fait à des questions différentes. Et pourquoi j'ai mis une photo ici de Julius von Hahn, c'est parce que ça fait partie des grands météorologistes ou climatologistes du justement 19e siècle qui a commencé à vraiment développer le champ de la climatologie et à différencier justement les deux disciplines qui sont la climatologie et la météorologie. Qu'est-ce que fondamentalement elles ont de différent ? En fait, ce sont tout simplement la question de l'échelle de temps et d'espace qui est impliquée.
En météorologie, tout simplement, on va se baser sur des échelles qui sont beaucoup plus courtes. On va essayer de prédire le temps qu'il va faire, par exemple. Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de vent? À des échelles, on va dire, très petites, aussi bien petites dans l'échelle de l'espace, donc dans des régions, par exemple, de France, dans des localités, dans des villes particulières, et aussi de temps d'espace et de temps, puisque il va s'agir de prédire le temps qu'il fera, par exemple, demain ou dans la semaine, ou plus tard. Donc la météorologie est vraiment cette discipline qui s'intéresse un peu au court terme, véritablement en fait, des notions climatiques, tout simplement pour se préparer à l'avenir proche. Et la climatologie, elle s'intéresse aussi, comme je le disais tout à l'heure, à ce même type de caractéristiques physiques que sont la température, la pression, les orientations du vent, les précipitations, etc. Mais cette fois-ci dans un contexte beaucoup plus long-termiste, puisque au lieu de se focaliser au jour ou à la semaine, on va plus tendre vers des années, et on considère d'ailleurs que le climat est une notion qui est changeante. Disons, les climats changent toutes les 30 ans environ. C'est un petit peu la définition arbitraire qu'on a donnée. On pense que le minimum de temps où un climat est relativement stable, c'est 30 ans. Surtout que cette notion devient d'autant plus vraie, ça se raccourcit d'autant plus aujourd'hui avec toute la dimension du réchauffement climatique qu'on a, que vous connaissez, qui est présente. Je vais en reparler un petit peu du réchauffement climatique parce que c'est une thématique qui est quand même assez importante aujourd'hui dans nos sociétés, qu'il faut que un petit peu tout citoyen moyen en sache un minimum, on va dire. Donc voilà, on va en rediscuter. Pour revenir sur le climat, voilà, c'est vraiment cette discipline, la climatologie, qui s'intéresse à essayer de voir sur le long terme, plutôt sur des échelles de centaines, milliers ou millions d'années, l'évolution du paysage un petit peu global, aussi bien aussi à l'espace. Donc on n'est pas non plus réduit à un espace précis, mais on observe souvent le climat à l'échelle du globe et on le sépare selon les régions, et on essaye de faire des distinctions entre les régions justement. Donc voilà, je peux vous faire aussi le topo habituel en vous disant de tout temps, vous adorez cette phrase, on l'adore, celle qui nous coûte des points en moins sur les dissertations de philosophie. De tout temps, les hommes se sont intéressés au temps qu'ils faisaient dehors, ce qui est un petit peu vrai, puisque ça a commencé avec en Antiquité, en Grèce antique, avec plusieurs philosophes qui se sont évidemment posé la question et qui ont essayé justement d'établir des différences de temps en fonction des régions. Même Aristote, en fait, j'ai l'impression, plus je me cultive un peu au niveau scientifique, plus j'ai l'impression que Aristote, il avait déjà abordé un peu tous les sujets. C'est incroyable parce qu'Aristote, effectivement, il s'est aussi posé la question en ce qui concerne le climat. Il s'est aussi intéressé du moins à cette question-là. Mais voilà, il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres philosophes. Et après, plus tard, pourquoi d'ailleurs on s'est intéressé au climat assez tôt? Aussi pour des raisons pratiques, puisque pour l'agriculture, on avait besoin de savoir dans quelle région il était préférable, par exemple, d'installer des cultures de telle ou telle plante pour faire pousser de la nourriture, tout simplement. Aristote, base de la science. Quelque part, qu'on le veuille ou non, même si Aristote a pu dire des choses qui se sont avérées fausses plus tard, il a posé quand même un certain nombre de connaissances, d'idées et de méthodes pour approcher certains phénomènes qui, quand même, il faut reconnaître certaines choses dans Aristote. Il ne faut pas non plus tout lui reprocher. Bref, tout ça pour dire que le climat, voilà, ça a été quand même une discipline, même si le terme de climat ou de climatologie, c'est quelque chose de relativement récent. C'est quelque chose qui a toujours plus ou moins intéressé, plus d'ailleurs les scientifiques, les chercheurs, que les gens qui cherchaient à l'exploiter ou à trouver des moyens pratiques. Et les navigateurs aussi, j'ai oublié j'ai oublié de le dire, pardon. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce n'est que justement vers le 19e siècle, là j'ai mis Julius von Hahn, c'est que dans cette période-là qu'on a commencé vraiment à avoir des bases assez solides
Pourquoi aussi vers le 19e siècle? C'est parce que aussi on a mis beaucoup de temps à développer les outils pour faire les mesures. Et quand je parle d'outils, bah, c'est tout simplement le thermomètre. Vous savez que le thermomètre, c'est une invention qui est en fait relativement récente. C'est que dans les années 1600 qu'il y a eu les premiers thermomètres, et après se sont suivis d'autres instruments pour faire d'autres mesures. Le pluviomètre par exemple pour aussi mesurer la quantité de pluie, de précipitation qui est tombée, l'anémomètre pour mesurer la vitesse et l'orientation du vent par exemple. Tout ça c'est des inventions qui sont relativement récentes à l'échelle de l'humanité, et donc faire de la climatologie sans observation, bah, c'est compliqué. Donc c'est que à partir vraiment de la fin de ces siècles-là qu'on a commencé à établir des connaissances dessus. Et après, pendant je sais plus quelle guerre mondiale, je crois que c'était la première, il y avait quand même une certaine utilité à savoir le temps qu'il allait faire pour les aviateurs en fait, qui partaient à la guerre, puisque on voulait pas les emmener en haute altitude qui pourrait être dangereuse. Donc il était bon de prédire un petit peu à l'avance, de savoir justement les endroits où on allait avoir des tempêtes pour éviter de les envoyer là-bas typiquement. Et donc encore une fois, ça a été la guerre qui a stimulé davantage de recherches dans les prédictions météorologiques là pour le coup. Et donc c'est plus à la fin, voilà, c'est plus au XXe siècle, on va dire 19e et 20e siècle, qu'il y a eu vraiment les grandes avancées des idées que la climatologie s'est établie, on va dire, et s'est séparée de la météorologie, et où on a eu des études qui ont commencé à être sérieuses là-dessus. Et aujourd'hui, c'est une discipline qui est particulièrement importante, puisque, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, ça va permettre d'anticiper ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Mais voilà, je vais en parler un peu plus tout à l'heure. J'étais vachement long sur cette slide, mais c'est pas grave, on s'amuse. Bah, l'essentiel de ce qu'il a pondu est bon. Oui, voilà, alors c'est ça, Aristote c'est un personnage controversé, mais il y a quand même, on peut lui reprocher certaines choses, mais en même temps, il a été pilier dans pas mal de domaines, donc c'est cool. Les eaux du retard, mon repas a pris du temps, plus de temps que prévu. Aucun problème d'Orient, NA. On est au tout début, là je faisais un petit historique de la climatologie sans trop rentrer dans les détails. Du coup, étudier le climat, j'en ai un petit peu parlé, mais comment finalement on étudie le climat aujourd'hui? C'est simple, la climatologie, c'est comme beaucoup de sciences, ça repose sur deux aspects. Il y a un aspect observationnel, donc on fait des relevés pour avoir des informations en faisant donc c'est tout simplement des observations de l'environnement qu'on fait. Et l'autre aspect, c'est l'aspect de la modélisation. Donc à partir des données qu'on a relevées grâce à l'observation, on peut informatiquement, on va dire, faire des modèles qui nous permettent ensuite de réaliser des prédictions, que ça soit dans le futur, mais aussi dans le passé. Alors je sais, prédiction dans le passé, ça veut un peu rien dire. C'est en fait tout simplement essayer de savoir ce qu'il s'est passé dans le passé à l'aide justement des données du présent, ou des données qu'on peut collecter et qui nous renseignent sur le passé. Tout simplement pour illustrer ça, aujourd'hui pour faire de l'observation du temps qui fait, on a par exemple ici en haut à gauche, là vous avez une station météorologique. Donc c'est des stations qui sont très simples et qui font pourtant des relevés de un peu tout, aussi bien des températures que de la précipitation, enfin le pluviomètre par exemple qui est ici, qui relève le nombre, la quantité de précipitation d'eau qui s'est écoulée, c'est tout simple. Vous avez aussi l'anémomètre qui vous permet de relever la vitesse du vent et son orientation. Donc et tout ça c'est stocké dans des données, et ces stations elles sont relativement simples à construire. Vous en mettez, d'ailleurs vous pouvez même en acheter sur Google, hein, n'hésitez pas à en installer chez vous si vous voulez participer au réseau et connaître un petit peu ce qui se passe chez vous. Je sais pas pourquoi je fais de la promotion de stations météorologiques alors que je suis pas du tout sponsorisé, mais c'est pas grave. Et du coup, ça c'est une manière assez simple finalement de faire des relevés. Et là, j'ai mis ça aussi pour les Space Geeks du chat, parce que je sais que certains d'entre vous adorent ça. Les satellites, évidemment, les satellites, on les oublie pas. Aujourd'hui, les satellites, ils produisent un certain nombre, un grand nombre même, je devrais dire, de données en ce qui concerne le climat. Je pense que dans le chat, vous savez peut-être même mieux que moi le nom des satellites qu'on a envoyés et qui font de l'observation. Je sais plus ce que c'est celui-là, mais il me semble qu'en 2021 il est prévu qu'on en envoie un. Je me souviens plus, j'avoue je me souviens plus, j'ai fait cette slide il y a un petit moment. En tout cas je sais que c'est un des aspects assez importants pour le relevé, et bien tout simplement des données sur la planète quoi.
Oui, oui, la direction du vent, c'est une girouette. Ouais. Voilà, en gros. L'anémomètre, c'est la force du vent uniquement. Ok. Voilà, donc là j'ai mis tout simplement la planète. Ça, c'est pour représenter la modélisation, justement. Ce que je vous disais, c'est qu'à partir des données qui sont collectées, soit via la station météorologique, soit via le satellite, vous pouvez du coup après avoir un ensemble de données que vous rentrez dans un ordinateur, bon, c'est grossier de dire ça, mais vous créez un modèle, donc une terre virtuelle dans laquelle vous rentrez des données. En plus des données que vous avez collectées, vous devez rentrer des équations qui décrivent le mouvement des fluides, qui décrivent aussi bien le mouvement de l'atmosphère, des masses d'air qu'il y a dans l'atmosphère, mais aussi le mouvement par exemple des masses d'eau, donc les océans. Et ensuite vous appuyez sur Start et ça vous lance une simulation, ça vous fait des calculs et comme ça vous avancez dans le temps et vous pouvez ainsi prédire par exemple le temps qu'il fera dans le futur. Mais je reviendrai un petit peu sur la modélisation parce que ça va être, vous allez voir, le cœur de cette présentation. Un petit rappel vite fait des différents climats qui existent. Alors bon, je suis pas spécialiste et je vais pas m'étendre sur tous les climats, mais voilà, peut-être que cette carte vous rappelle quelque chose. C'est une carte qu'il y a sur beaucoup d'articles de Wikipédia, en tout cas pour avoir traîné sur Wikipédia ces derniers jours. Je peux vous dire que cette carte apparaît sur pas mal des articles qui traitent de climatologie parce que en réalité, elle est pas mal. Elle vous donne en gros les grandes lignes, les grands climats qu'il y a dans notre monde, sur notre très chère planète. Sachant que, comme je vous l'ai dit, le climat, c'est quelque chose qui n'évolue relativement peu à l'échelle de... Bah, tout dépend à quelle échelle, évidemment. Mais quand c'est à l'échelle de l'année, des centaines d'années, ou même milliers d'années, ça va encore, ça évolue peu, mais après ça dépend encore parce que sur Terre il y a eu par exemple des épisodes de glaciation qui ont été périodiques et dans lesquels du coup le climat a évolué, donc c'est aussi le climat qu'on observe aujourd'hui, c'est un climat qui on va dire date depuis la dernière glaciation. Et depuis on va dire le dernier réchauffement, là on est sorti, on n'est plus dans une période de glaciation, on est sorti et on tend même vers la période de glaciation, mais c'est encore dans plusieurs dizaines de milliers d'années qu'on va avoir une glaciation, donc vous inquiétez pas, on n'y est pas encore. Dans tous les cas, voici un petit peu les différents climats qui peuvent se dégager, donc je pense que vous pouvez connaître certains des noms, en particulier le climat équatorial ici, qui est un climat qui n'a en fait quasiment pas de saison, pour ne pas dire aucune, puisque il fait quasiment chaud et humide toute l'année, et au fur et à mesure que vous vous éloignez du climat équatorial, vous allez finalement avoir progressivement une distinction entre un hiver et un été, avec une saison plus humide et chaude et un hiver plus froid et sec. Tout dépend après de quel climat on parle, mais voilà, donc après il faut aller voir dans chaque continent, dans chaque zone, quel type de climat il y a. En fait, c'est relativement compliqué pour avoir essayé de comprendre l'article. Disons que les climats, c'est aussi, comme vous pouvez le voir rien que sur la carte, vous pouvez voir que même au sein d'une zone climatique, il peut y avoir d'autres climats, par exemple au sein du climat aride que vous pouvez voir ici en Asie centrale. Vous avez clairement aussi un climat montagnard. Et pareil, la classification des climats, c'est quelque chose qui n'est pas une science exacte, c'est-à-dire que selon le climatologue, vous allez avoir différents types de classements. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux vous faire ressentir, c'est que on est vraiment dans une science naturelle, un peu comme on l'était en géologie, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre des phénomènes naturels, et pour mieux les comprendre, on les range dans des cases. Le problème, c'est que ces cases, elles sont pas toujours très fermées, c'est-à-dire que entre elles communiquent, et souvent, il y a différentes classifications et on peut toujours débattre, on va dire, de la manière dont on classifie certains climats. Dans tous les cas, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais plus tard, je vais prendre quelques exemples particuliers de climats qui vont être bien pour illustrer justement certains climats de la Terre du Milieu. Donc voilà, je ne vais pas rester plus longtemps sur cette slide. C'est pas pour rien que Météo France a l'un des plus gros supercalculateurs du monde. Effectivement, on a
plusieurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que je pourrais le dire, en fait, on a plusieurs... enfin, pour faire la modélisation, on a besoin du coup, de super ordinateurs qui sont capables de gérer plein de données en même temps et de faire plein de calculs. Et il y a plusieurs stations à travers le monde qui ont pour objectif de faire ça et de prédire, on va dire, pour différentes parties du monde, différents résultats. Je ne cause pas, les données de modélisation météo sont pour la plupart publiques et sont visibles sur le site windy.com. D'accord, je ne savais pas, Rayoff, mais merci de... Je me demande si je ne suis pas déjà tombé sur ce site d'ailleurs, ça me dit quelque chose. Mais ok, ça marche, merci pour l'info. Voilà, ça y est, Kofi qui se souvient des équadifs de convection. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, j'en parlerai peut-être après. Non, ouais, je vais en parler après, comme ça va être teasé... Parce que c'est assez marrant. J'ai appris plein de trucs. Moi, je me fais un plaisir de faire ces présentations parce qu'à chaque fois, ça me force à apprendre plein de choses. Et il y a des choses dont je me rappelais, mais il y en a d'autres, je me dis, mais waouh, c'est ouf, en fait. J'adore le climat méditerranéen en Australie. Ouais, voilà, on a ce genre de délire un peu... Je vais pas passer trop de temps. Je vais pas vous expliquer pourquoi il y a du Méditerranéen en Australie. Hein. Je n'en suis pas là. Je vous ai dit, hein, je suis pas climatologue. Alors, je me permettrai pas. Ah ouais, d'accord, Windy, je connaissais pas. Ok, du coup, on continue. Alors, étudier le climat, pourquoi? Bon, j'en ai déjà parlé, mais je leur dis, hein, prédire le climat, c'est particulièrement important. Je pense que cette slide, ça va être la slide sponsorisée par Jean-Marc Jancovici. Certains l'auront reconnu. Il y a certains des diapos que j'ai complètement pompés de ces présentations. Là, parce qu'il faut que je fasse quand même un point. C'est citoyen de ma part, il faut que je fasse un point sur le réchauffement climatique, puisque vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la température grimpe depuis ces dizaines d'années. Vous avez ici en bas à droite, je pense que je vais commencer par là, un ensemble de courbes qui décrivent en fait l'évolution des températures avec, on va dire, le zéro qui est mis en année 2000, au niveau des années 2000, et vous voyez du coup qu'à partir des années 2000, il y a différentes évolutions qui sont en fait des prédictions du coup dans le futur de ce que pourraient être les températures qui peuvent grimper jusqu'à plus 2 au minimum, voire plus 5, sachant que j'ai vu des sources aussi qui pouvaient prédire une augmentation encore pire. Bon voilà, tout ça pour vous dire que déjà, dans les modèles, alors déjà, il faut que je présente les courbes. Les différentes courbes, en fait, sont différents modèles, en réalité. Donc, ce qu'on peut montrer déjà, c'est que tous les modèles ne prédisent pas l'augmentation de température, mais l'augmentation de température est quelque chose d'inévitable et qui est sûr, même si ça varie d'un modèle à l'autre, ok ? Et donc déjà, vous pouvez voir aussi le nom des modèles en particulier. Hein, c'est toujours très amusant de voir le jargon. Dans tous les cas, on est sûr qu'il y a une augmentation de température et on pourrait se dire de 2 degrés de plus, c'est pas si grave que ça. Il suffit de d'enlever une couche de vêtements et on supportera. Pareil, bon, 5 degrés, c'est vrai que 5 degrés il fait chaud, mais au pire on se foutra à poil. Enfin bref, il y a des solutions quoi. Le truc, c'est que en fait, c'est énorme à l'échelle du climat. Avoir quelques degrés de plus ou de moins, c'est quelque chose qui change dramatiquement en français, la face du monde, puisque en réalité on a un exemple à l'échelle du monde d'une augmentation de température. Typiquement c'est donc cette slide là de #Jean-Marc Jancovici, cette slide là qui décrit l'évolution du climat en Europe il y a 20 000 ans jusqu'à aujourd'hui. On a eu en fait une augmentation en moyenne de la température de 5 degrés, parce qu'il y a 20 000 ans, on était en période d'ère glaciaire, et donc là, excusez-moi, dans l'Europe, il y a 20 000 ans, on était dans un climat qui était sec et froid, comme c'est indiqué ici, avec une partie de la Scandinavie qui était recouverte de 3 km d'épaisseur de glace, donc autant vous dire que c'était pas le même type de paysage. Il y avait quand même évidemment des êtres humains en fait. Il y avait une population européenne de 100 000 personnes qui pouvaient vivre dans ce type d'environnement. Mais voilà, juste avec une différence de 5 degrés, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Donc tout ça pour vous dire que même si c'est juste quelques degrés, ça peut impacter, ça peut changer assez profondément le paysage et le monde dans lequel on vit tout simplement et créer quelques problèmes.
J'aurais besoin d'un rappel, cette répartition des climats selon la latitude, c'est dû à la rotondité de la Terre ou à l'inclinaison de l'axe de la Terre. Alors, il y a les deux, en fait, les deux. Parce que l'inclinaison, je vais en parler un peu après, en fait, mais je peux le dire maintenant, l'inclinaison va jouer sur l'existence des saisons, parce que si la Terre n'était pas inclinée, les faces recevraient toute la même quantité de lumière toute l'année, donc il n'y aurait pas de saison, typiquement. Et les saisons sont, on va dire, des éléments du climat. Donc quand on définit un climat, on définit, dans un climat, on distingue la saison d'hiver et la saison... enfin, on peut distinguer les 4 saisons et leur donner des caractéristiques. Donc l'inclinaison qui définit des saisons va aussi définir un climat particulier. Et effectivement aussi le fait de sa rotondité, toutes les zones ne vont pas recevoir le même éclairement, du coup ça va induire des différences, mais je vais en parler un peu après justement, c'est du loss, je vais revenir dessus, donc voilà, il n'y a pas de problème. Et les saisons pour l'inclinaison, voilà, Homme Sans a répondu à la question. Ariof aussi, visiblement, fait qu'il fait froid, voilà. Voilà. Bon, de toute façon, je vais en reparler. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ici, du coup, le graphe B qui est ici, en bas à droite, et merci beaucoup et bienvenue à Pat Carbo, merci énormément pour ton follow. Le graphe en bas à droite, ici, bah, c'est tout simplement une prédiction de, justement, du nombre de jours létals qui pourraient exister si on augmentait la température de 4 degrés, d'accord? Le nombre de jours létals par an. Excusez-moi, donc qui est dans le monde si on avait plus 4 degrés. Donc là, on peut voir clairement qu'il y aurait des zones du monde qui seraient complètement condamnées, parce que on pourrait quasiment pas vivre, ou du moins pas vivre une bonne partie de l'année dans ces régions-là, et donc ça induirait des déplacements de population. Qui dit déplacement de population dit éventuellement immigration et problème pour accueillir des gens, et famine, et enfin bref, un ensemble de soucis géopolitiques qui pourraient conduire à des guerres. Alors ça, c'est ce que dit Jean-Marc Blanco ici. Après, voilà, c'est peut-être une interprétation qui va un peu loin, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas bon de savoir que certaines parties de la Terre pourraient être inhabitables. Donc voilà, essayez de... essayez. Je le dis à vous, mais vous êtes déjà convaincus. Il faudra qu'on se serre les coudes, qu'on trouve un moyen pour éviter de trop polluer. Ça commencera par arrêter de streamer, par exemple. Sachant que je crois que le streaming individuel sur Twitch, c'est pas ce qui pollue le plus, ce qui relargue le plus de CO2. Le CO2, on va en reparler tout à l'heure, hein, justement. Et voilà. Je ne suis pas expert dans ce sujet. Ouais, moi non plus, un terranien, il n'y a aucun souci là-dessus. Du coup, enfin, on va rentrer dans le vif du sujet. C'était pour les petits rappels vite fait, pour se mettre un petit peu dans le bain. Mesdames et messieurs, intéressons-nous maintenant à la Terre du Milieu, avec cet magnifique article écrit du coup par cet incroyable auteur Dan Lunt, qui est un climatologue anglais et qui est, comme son accoutrement l'indique, un grand fan de la littérature de Tolkien. Donc c'est l'auteur de cet article-là sur lequel je me base pour faire... la totalité de ma présentation est basée sur cet article, sachant que du coup c'est un article en anglais, et cet article a ensuite été traduit en français à l'intérieur du livre. Donc en fait j'ai une version française dans Tolkien et les sciences qui a été traduite, et la version anglaise. En réalité, bon, je me suis servi des deux versions, mais j'ai quand même plus utilisé la version anglaise pour revenir vraiment aux sources, même si en fait la trad française elle est très correcte et très juste, et j'ai pas vu de problème là-dessus. Donc voilà, du coup, on va se servir de cette ref qui est ici. Avant que j'aille plus loin, je vais vous mettre... je vais vous mettre le lien, parce que ça peut vous intéresser, au cas où, je le mets hein, pour les plus accros, les plus ardus d'entre vous. J'ai mis le lien... écrit sous pseudo. J'ai mis le lien de l'article dans le chat. Vous pouvez du coup le télécharger gratuitement. Il a écrit effectivement avec le pseudo Radagast de Brown. Il a même pas mis son vrai nom, donc j'ai dû le mettre moi-même en réalité. Et donc il travaille à l'université de Bristol. Et en tant que climatologue, il est très concerné justement par le réchauffement climatique et les modèles et tout ça. Dans son article, il va essayer de modéliser justement la Terre du Milieu et d'en tirer des informations grâce au modèle. Je vais prendre le temps durant cette présentation justement de vous expliquer comment il fait et les résultats qu'il obtient.
Sachant que si... Alors, il faut déjà que je parle de... Oui, enfin, je peux un peu parler de l'article, j'ai mis le lien dans le chat. Cet article, malgré le fait qu'il ressemble à un article scientifique, il reste, si vous parlez anglais, il reste très accessible. Globalement, j'ai eu très peu de mal à le lire. Alors bon, après je suis un peu scientifique quand même, mais même pour quelqu'un qui n'est pas du tout scientifique, vous arriverez bien à comprendre parce qu'il vulgarise bien. Il y a des petits passages un peu drôles. Il y a 2-3 notions qui sont un peu complexes, mais il les explique, donc ça va. Donc voilà, c'est un niveau qui est accessible et qui se veut accessible normalement pour la majorité des gens. J'ai envie de dire, si vous avez un petit background scientifique, ça peut aider, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller le voir, même si ça a l'air compliqué, en fait, c'est relativement accessible. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, il n'y a aucun problème parce que je peux vous donner les versions elfiques et écrits en runes pour les nains. Donc voilà, encore une fois, il n'y a aucun souci là-dessus. Je peux comprendre que l'anglais est une langue difficile. Donc du coup, je me suis dit que ça serait bien de vous donner également celles en elfique pour les elfes du chat, évidemment, et les nains. Parce que Dieu sait qu'il y a certaines personnes de petite taille qui nous regardent ce soir. Voilà, ça c'était le petit aparté. Intéressons-nous maintenant au modèle qui a été utilisé justement dans l'article pour essayer de comprendre comment la Terre du Milieu est faite d'un point de vue climatique. Comme dirait Onak Shah, Kri... Voilà, ça y est, ça parle. Moi, je ne maîtrise pas ces langues. Hein. Peut-être que vous avez un master dans l'elfique. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Je vous laisserai discuter dans votre langue préférée, en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors le fameux modèle qui a été utilisé, hein, le fameux modèle qu'on connaît tous, hein, le ADCM3L, incroyable modèle, en fait, qui veut simplement dire Hadley Center Coupled Model. C'est un modèle climatique qui a été développé dans le centre Hadley, le centre Hadley qui est en Angleterre, je crois, je me souviens plus, qui veut, donc l'acronyme veut tout simplement dire ça, version 3, voilà, incroyable. Donc c'est le modèle qui est utilisé dans l'article. L'auteur parle de ce modèle en disant, alors moi je connais très peu les modèles, donc j'ai tendance à faire confiance à l'auteur qui dit que c'est pas le meilleur modèle qu'on peut utiliser, mais il peut faire le taf pour ce qu'on veut montrer. Et sachant qu'il a dit ça en 2013, hein, je rappelle, l'article je ne l'ai pas dit, il a sorti son article en 2013, donc là il y a eu 7 ans qui se sont écoulés. Donc peut-être qu'en 7 ans, j'imagine qu'il y a eu d'autres modèles mis à jour bien mieux que celui-ci qui demandent peut-être moins de temps de calcul, etc. Dans tous les cas, c'est pas grave, on va quand même faire de la science dessus, vous inquiétez pas, c'est pas le plus important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai mis coupled en jaune là? En fait, c'est pour vous dire que parmi les modèles qui existent pour modéliser des planètes, genre la Terre par exemple, eh bien, il y a des modèles qu'on appelle coupled, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte deux aspects, à la fois l'aspect atmosphérique et l'aspect océanique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des modèles qui ne modélisent par exemple que les flux d'air et qui font en sorte de ne pas prendre en compte ce qui se passe dans les océans. Et inversement, vous pouvez prendre des modèles qui ne simulent que les océans pour voir les masses d'eau où elles vont et ne pas trop s'intéresser à l'atmosphère. Sauf qu'en général, vous le savez, dans le climat, les deux sont relativement liés et on préfère, quand on veut modéliser toute une planète, on préfère prendre en compte un maximum de phénomènes possibles. Donc c'est pour ça qu'on prend un modèle qui est coupled. Et dans coupled, il y a les deux. Et ces modèles s'inscrivent dans une catégorie de modèles qu'on appelle les modèles de circulation générale. Donc ça, c'est vraiment le terme qu'on emploie, ou GCM en anglais, pour Global Circulation Model. Donc ces modèles-là qui nous servent vraiment à essayer de prendre une planète et qui, on modélise tout et on voit comment ça évolue. C'est un petit peu ça, quoi. C'est du Goa'uld. Attends, c'est quoi déjà Goa'uld? C'est pas dans le... Attends, je me souviens plus. Pour ceux qui galèrent avec l'anglais, il y a DeepL, de prendre en compte l'elfique ou les runes. Oui, c'est ça. DeepL, ça peut aider, effectivement. C'est une meilleure traduction que Google Trad. Stargate, voilà, excusez-moi, attends, j'ai pas regardé, ça y est, je perds des points dans le chat. Pour les gens qui suivent Stargate,
Je suis désolé, vraiment. Strategia, mais ça me disait quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, voilà, ce fameux modèle incroyable. Sachant que ces modèles-là, je vous parle de l'utiliser pour la Terre, mais c'est aussi utilisé pour essayer de modéliser les atmosphères des exoplanètes, par exemple. Essayer de savoir à quoi ressemblent tout simplement les exoplanètes dont on a quelques données, mais pas assez pour savoir à quoi elles ressemblent. Eh bien, on peut utiliser les modèles. C'est aussi utilisé dans ce cas-là. Et pourquoi pas, et ça c'était l'idée de l'auteur, si on peut les appliquer à n'importe quelle planète, on peut aussi les appliquer à évidemment Arda, qui est la planète qui est le monde de Tolkien. Sachant que dans tout modèle, il faut définir la résolution. Ça, c'est un autre critère. La résolution, donc, ça va en fait vous donner les dimensions de la boîte. Alors, qu'est-ce que c'est que la boîte? Pourquoi je parle de boîte? En fait, quand vous allez faire la modélisation, vous allez en fait diviser votre planète en petites boîtes, d'accord? Qui ne sont pas en fait forcément des cubes. En fait, vous pouvez vraiment prendre des dimensions qui sont différentes, surtout qu'en fait, ce ne sont pas des cubes puisque vous le faites autour d'une sphère. Et la résolution, ça va être donc la taille de la boîte. Et plus vous aurez des tailles petites, plus vous allez être précis parce que vous allez pouvoir précisément savoir toutes les données physiques dans une boîte possible. Ok, dans chaque boîte, il faut que je le précise ça, dans chaque boîte, vous rentrez des données qui vont ensuite servir pour faire les calculs. Donc plus vous mettez de boîtes, plus vous serez précis, vous saurez à un instant, à un endroit de votre modèle, vous aurez plus de détails, d'accord? Donc vous aurez une meilleure résolution en ayant des petites boîtes. Mais qui dit plus petite boîte, dit plus de boîtes, parce qu'il faut remplir, il faut modéliser toute l'atmosphère et les océans et tout, donc il faut mettre plus de boîtes. Donc, et plus vous mettez de boîtes, plus il y a de données, donc plus il y a de données, plus ça va prendre du temps pour faire les calculs, c'est ce que dit Kofi dans le chat. C'est ce qu'on appelle le maillage, voilà exactement, c'est la manière dont vous répartissez les boîtes pour modéliser votre planète. Et donc là, dans l'article, il explique et il donne la longitude, bon ça c'est des détails, mais je vous les mets quand même pour le plaisir, la longitude, latitude, il met en degrés justement les tailles des boîtes avec une hauteur variable, parce que si en fait il veut être plus précis au niveau de la surface, il met des tailles de hauteur plus petites au niveau de la surface pour être plus précis et plus élevées en hauteur et dans les profondeurs parce qu'il s'en fout de savoir les phénomènes qui se passent vraiment très très haut dans l'atmosphère ou très très profond dans l'océan. Ça nous importe peu, on va dire, et on pense que ça a moins d'influence. Donc on prend des hauteurs plus élevées, d'accord? Alors qu'à la surface, on veut savoir précisément on veut avoir plus de température, donc on prend des hauteurs plus petites. Est-ce que ça c'est à peu près clair? L'histoire de résolution et de boîte, donc voilà, on remplit la planète de boîtes. Sachant que là, il donne dans l'article une idée du nombre de boîtes qu'il y a, en utilisant justement ces valeurs, ils obtiennent environ 300 000 boîtes. Et il dit qu'il fait un pas de 30 minutes, c'est-à-dire que quand il va prédire dans le futur, il va faire des calculs pour tous les 30 minutes ce qui va se passer. Donc à chaque 30 minutes, il va faire des calculs pour savoir l'état de la planète. Si vous voulez, toutes les 30 minutes, vous pourrez savoir l'état de la planète et son évolution. Donc c'est le pas. Et donc il estime, ça c'est ce qu'il donne, il dit que pour simuler un an, pour simuler le passage du temps de la planète pendant un an, ça équivaut à 2 heures de calcul. Bon, cette phrase, ça a été écrit en 2013, je rappelle. Peut-être qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs plus puissants d'une part qui peuvent faire les calculs plus rapidement, et aussi le modèle, on n'est pas obligé d'utiliser ce modèle-là, il y a peut-être des modèles plus optimisés pour faire les calculs. Et en gros, la chose qu'il faut savoir sur les modèles, c'est ce que j'ai déjà dit, mais je le redis, c'est que vous allez avoir un compromis entre la précision que vous voulez avoir sur le nombre de détails, le nombre de valeurs que vous voulez avoir sur une même surface, qui va définir votre nombre de boîtes de plus en plus important, et le temps de calcul. Parce que évidemment, comme je l'ai dit, plus vous mettez de boîtes, plus vous avez un temps de calcul long, et après, des fois, ça peut être beaucoup trop long. Et si vous avez un calcul qui dure
je sais pas moi, des années, vous allez peut-être pas faire la simulation parce que vous avez pas des années de temps de calcul à faire sur un ordinateur, d'accord? Donc vous allez devoir revoir votre modèle, enlever éventuellement enlever certaines boîtes tout simplement, ou enlever des boîtes à des endroits où vous pensez que c'est pas très intéressant, que vous voulez pas avoir les données par exemple. Donc voilà, tout ça c'est en fait le grand débat des gens qui font des modèles, c'est de faire le compromis entre la précision, le nombre de données et le temps de calcul, quoi, en gros. Sur les derniers modèles, la taille de boîte est 1,3 km. Ok. Du coup, ça me paraît petit comme taille par rapport en degrés ici. Je pense que là, il faudrait convertir les degrés en kilomètres, mais c'est bien plus élevé ça en kilomètres. Il y a des modèles comme Arpège qui utilisent des mailles de taille variable, plus petites et donc plus précises sur des zones d'intérêt. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, ça c'était pour la partie modélisation. Ouf, je sais que c'est très théorique, mais vous inquiétez pas, plus on avance dans la présentation, plus vous allez voir, ça va être facile. On va aborder évidemment le cœur du sujet, les hypothèses de travail maintenant. Parce que là, je vous fais le déroulé du papier, comment ça se passe chez les scientifiques. D'abord, il faut un outil, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de la modélisation. Un modèle à 1,3 km, ça doit être à Rome, et c'est uniquement pour la France. Ok. Je vois que vous êtes connaisseur dans le chat, donc ça me fait plaisir que vous apportiez ces détails. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'on suit l'article, et l'article est dans tout article scientifique, c'est aussi un petit peu une manière de vous montrer comment ça se passe au niveau de la science. Avant de présenter les résultats et voilà ce qu'on a trouvé, il faut d'abord montrer ce qu'on a fait en fait pour faire l'étude. Donc c'est pour ça que je vous parle du modèle, parce que c'est ce qu'il a utilisé, c'est sa méthode. Et en plus de la méthode, il fait aussi des hypothèses de travail, d'accord ? Donc, pour pouvoir justement simuler, il pose certaines données et il va en fait simuler, je vous l'ai pas dit mais je vous le dis maintenant, il va simuler en fait deux choses. Il va faire la Terre du milieu, ça vous le savez, je vous l'ai dit, mais il va aussi simuler en fait la Terre moderne. Ce qu'il appelle la Terre moderne, c'est en fait la Terre pendant la période pré-industrielle, donc 1800. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'il se place à un endroit où il n'y a pas eu encore les émissions de CO2, justement, les émissions intenses de CO2 par l'activité humaine. Donc c'est une période qui n'a pas encore connu ça, et donc il peut, on va dire, simuler sans avoir le problème de l'augmentation de CO2 qui peut changer du tout au tout, en fait, le climat, en quelque sorte. D'accord? Donc c'est une manière pour lui de se débarrasser de ça. Et donc d'un côté, il va simuler la Terre moderne, et de l'autre, la Terre du milieu. Okay, il y a les deux choses. Pour ce qui est du coup de la Terre moderne, comme je le disais, il se met en 1800, à l'époque où il y avait un pourcentage de CO2 de 0,28%. Alors 0,28% de CO2, ça correspond à 280 ppm. C'est strictement équivalent ce que je viens de dire. Les ppm, ce sont en gros les parties par million, c'est ce que vous voyez ici sur ce graphe, ppm, parties par million, vous avez V parce que c'est en volume, parties par million en volume. En fait, ça correspond à quoi? Si je vous dis 280 ppm, ça correspond à 280 microlitres de CO2 par litre d'air, d'accord? Pourquoi microlitres de CO2 par litre d'air? Parce qu'entre microlitre et litre, vous avez un 10 puissance 6, vous avez un rapport de 10 puissance 6 entre. Et les parties par million, c'est ça en fait. L'unité partie par million, c'est une unité qui prend en compte une différence entre les deux de 1 million, d'accord ? Donc voilà, ça c'est pour l'aspect un peu technique. Donc faut pas juste avoir peur. Si les ppm vous font peur, vous pouvez utiliser aussi en pourcentage. C'est strictement équivalent. Donc vous pouvez soit dire 0,28% de CO2 dans l'air, ou dire 280 ppm de CO2 dans l'air. D'accord, c'est pareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, là, je fais un petit aparté sur comment on sait un petit peu le CO2 qu'il y avait à la Terre moderne, en fait, en 1800. Eh bien, tout simplement grâce à ce qu'on appelle les carottes. Alors non pas les légumes, évidemment, mais l'extraction de tubes de glace, en fait de carottes de glace, qu'on fait en Antarctique. Il y a des stations en Antarctique qui s'intéressent à forer, à récupérer des
de longs tubes de glace qu'on appelle des carottes du coup que vous voyez ici, et dans ces tubes en fait dans la glace est coincé on va dire et figé l'atmosphère qu'il y avait dans le passé. Plus vous allez en profondeur, plus vous retournez dans le passé, et donc en prenant une fraction de la glace qui est très profonde, bah vous allez pouvoir aller vraiment très loin dans le passé. Et on arrive comme ça à aller jusqu'à, j'ai vu 800 000 ans dans le passé. Donc c'est énorme, on peut vraiment aller près jusqu'à quasiment 1 million d'années avant. Et on peut avoir une idée du coup de l'atmosphère qu'il y avait jusqu'à 1 million d'années. Et donc grâce à ces carottes, on peut retracer justement l'évolution de l'atmosphère, et c'est ce qui se passe ici dans ce graphique où ils ont justement représenté la quantité de CO2 à partir de 2000 pardon, et en allant dans le passé, en se mettant à 2000 par exemple. Ici vous avez en bleu clair, c'est un bout de courbe qui est basé sur les mesures directes. Donc les mesures directes, c'est je pense typiquement ce qui a été fait avec les stations météorologiques que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est des mesures qui ont pu être faites parce qu'on avait les outils, on avait les moyens de faire des mesures directes, mais on peut pas aller trop loin dans le passé parce que avant l'invention, avant qu'on puisse mesurer la composition de l'air, on peut pas aller plus tôt dans le passé, d'accord? Et là, c'est là où on a besoin des carottes. Donc c'est pour ça que là, il y a les mesures des carottes avec, il y a différents points de couleur. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Peut-être les différents points correspondent à différentes stations ou différents carottages, différents bâtons de carottes, je sais pas. J'en sais rien. Bon, dans tous les cas, ce qui est représenté par des points ici, ce sont les valeurs issues des carottes. Et vous pouvez voir que on a en fait une évolution assez précise de ce qui du nombre de CO2, de la quantité de CO2 qu'il y avait dans le passé, et donc on peut savoir en 1800 effectivement combien de CO2 il y avait, et à partir de cette valeur de CO2 on peut la mettre après dans le modèle. C'est pour ça que d'où l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure de l'observation qui sert la modélisation. On en est là, c'est-à-dire qu'on va se servir d'une valeur qu'on a pris dans la carotte et qu'on va pouvoir injecter ensuite dans le modèle. Dans notre modèle de base, on va partir avec 280 ppm. Vous voyez, ça correspond ici à la valeur, quoi. C'est le laboratoire de glaciologie de Grenoble qui est spécialiste dans les carottes et leur étude. Ok. Après, il n'y a pas que la France qui a une station là-bas, je crois. Il y a d'autres, plusieurs pays, je crois, qui s'intéressent à faire cette activité-là. De ce que j'ai vu. Et donc la simulation, en ce qui concerne la Terre, elle va durer 1000 ans, c'est-à-dire que l'auteur, là, va faire tourner notre simulation pendant 1000 ans. Donc ça va prendre un certain temps, ça va être assez long. D'ailleurs, j'ai fait le calcul, en fait, basé sur 1 an en 2 heures, ça veut dire qu'il va mettre 2000 heures, et 2000 heures, c'est long. C'est-à-dire que ça fait, je crois que ça fait près de 3 mois, un truc comme ça, j'avais fait le calcul. Je me suis dit, mais comment, ça fait partie des choses dans l'article, j'ai pas trop compris comment c'est possible. Comment il a pu faire une simulation pendant 3 mois, peut-être que c'est possible, peut-être qu'il l'avait fait déjà avant d'écrire le papier, peut-être que je sais pas. Donc voilà, et au bout des 1000 ans, en fait, comment il va faire, on pourrait se dire, mais comment il va faire pour avoir une idée du climat qu'il y aura, en fait? Il va, à la fin, est-ce qu'il va prendre la dernière année? Non, en fait, il va prendre les 30 dernières années, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, un climat, on dit qu'il est plutôt changeant de tous les 30 ans. Bon, tout dépend de ce qui se passe, évidemment, en termes d'événements climatologiques, mais globalement, voilà, 30 ans, ça fait c'est un petit peu la valeur, comment on appelle ça? La valeur arbitraire. Et donc il va faire, au bout des 1000 ans, il va prendre les 30 dernières années, il va faire une moyenne, des températures des 30 dernières années, une moyenne des vitesses des vents des 30 dernières années, une moyenne des précipitations des 30 dernières années, et il va produire une carte comme ça de la Terre. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais juste boire un petit coup en attendant. Voilà, donc ça c'est l'hypothèse de travail c'était pour la Terre moderne. Et maintenant, je vous propose d'aller voir l'hypothèse pour la Terre du milieu. Je me rends compte que j'avais des notes, mais je les lis pas du tout. En même temps, en fait, je connais tellement le sujet. En fait, j'ai quand même pas mal fait des recherches dessus, donc en faisant les slides de manière assez consciencieuse, finalement, j'arrive quand même à retenir les trucs. Alors, la Terre du milieu, là, je regarde mes notes parce qu'il ne faut pas non plus que j'oublie tous les trucs. La Terre du milieu, vous l'avez ici.
enfin la Terre du Milieu, excusez-moi, vous avez Arda ici plus précisément, donc c'est la Terre qui est dans l'univers de Tolkien, le monde je pourrais dire, et en gros, grossièrement parlant, j'ai pas mis les infos ici, mais les hypothèses qui vont être appliquées sur Arda, ça va être un petit peu les mêmes que sur la Terre. En fait, il faut savoir que Arda est un monde qui est plat, en fait. Les platistes ont pu exister sur la Terre du Milieu, puisqu'il y a eu une époque... Alors, c'est pareil, là, j'espère que les spécialistes du monde de Tolkien pourront éventuellement me reprendre, mais il y a eu plusieurs âges dans l'histoire de la Terre du Milieu, d'accord ? L'histoire du monde, et il y a eu un âge dans lequel la Terre a été plate, et un jour, un autre âge dans lequel la Terre a gagné, l'Arda est devenue ronde, en fait. Il y a eu un passage assez brutal, où on est passé d'un monde plat à un monde rond, ça c'est la petite anecdote, et là, on va se placer à un âge où c'est plat, parce qu'on a la carte, et ce qu'on va faire, c'est que l'auteur a décidé de faire une projection de la carte plate sur une sphère, faire une projection tout simplement, pour eh bien, rendre ronde un monde qu'il n'était pas initialement. Ok. Il a loué une partie du supercalculateur pour faire le calcul plus vite, car ça se fait. Bah peut-être, ouais. Peut-être que c'est ça, il n'a pas utilisé son temps de calcul habituel, il a loué. Du coup, la première étape, c'est de faire une projection. Et du coup, c'est pour... donc, on prend la carte. Là, c'est la carte, c'est ma main, d'accord ? Elle est plate. On invente une planète et dont on donne des dimensions à cette planète et on va lui mettre les dimensions de la Terre. C'est pour ça que j'ai mis Terre égale Arda, là, dans le slide. C'est parce que on va vraiment prendre les dimensions de la Terre, même diamètre, même distance au soleil, même éclairage, etc. Je vous en parlerai après. Et en fait, on va venir plaquer la carte plate comme ça. Et alors, normalement, elle va quasiment prendre tout le globe. Il va rester des coins qui ne seront pas définis, mais il va mettre des océans aux endroits où finalement il n'y a pas, où il y a encore des trous, on va dire. On peut dire ça comme ça. On dirait la Terre avant l'ère Crétacée. Effectivement, en fait, quand j'ai aussi regardé l'histoire de la Terre, en fait, il y a énormément de similitudes entre le monde Arda et notre planète dans certains de son âge. Il y a des choses, enfin, je crois que Tolkien l'avait plus ou moins dit qu'il s'était beaucoup inspiré en fait de notre propre planète et que même l'histoire de tout ce qui se passe dans la Terre du Milieu, ça aurait pu être même notre passé très très lointain qu'on aurait oublié, mais que certains contes d'aujourd'hui auraient conservé justement. Si on a des elfes dans les contes aujourd'hui, c'est justement parce que à une époque il existait la Terre du Milieu. Voilà. Ça c'est un truc que je crois avait dit Tolkien. Enfin, j'ai vu ça sur le Wikipédia. Ça reste à confirmer, mais je trouvais ça amusant. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, voilà. Alors une planète similaire à la Terre, et ah oui, alors ce qu'il faut que je vous explique aussi, c'est que là vous avez une échelle qui est pas anodine, c'est l'échelle des hauteurs en fait, tout simplement, de l'altitude, parce que Tolkien il n'a pas écrit l'altitude de ces montagnes et la profondeur de ces océans, d'accord ? Donc ce qui s'est passé, c'est que l'auteur a dû faire des hypothèses. Encore une fois, c'est une hypothèse de travail. L'hypothèse, ça a été de dire, bah on va faire, plus on va s'éloigner des côtes, plus l'océan va être profond. On va aller jusqu'à 5000, je crois que c'est ça. Non, jusqu'à 4000. Ouais, c'est ça, jusqu'à 4000 de profondeur ou plus profond de l'océan. Et après, pour les chaînes de montagne, alors on connaît la position des chaînes de montagne. Je vais vous le montrer tout à l'heure. On connaît la position des différentes chaînes de montagne, et donc on peut leur attribuer aussi des hauteurs, sachant que après dans son modèle, enfin dans les valeurs qu'il attribue, il met aussi une notion d'aléatoire. Il fait varier un petit peu les altitudes pour rendre le paysage un peu plus réaliste, parce que dans la réalité vous n'avez pas des choses qui varient brutalement, on va dire, entre le sol et la montagne. Ça varie pas du tout au tout, il y a des petites variations quoi qu'il a introduit dans le modèle. Donc ça c'est important à prendre en compte.
Et il part aussi de l'hypothèse qu'initialement, il y avait des arbustes et des buissons un peu partout sur la Terre du Milieu. Et il commence avec aussi un niveau de CO2 qui est comparable à celui de la Terre moderne. Donc en fait, il se place quand même dans des conditions qui sont très proches de ce qu'on trouve justement sur Terre. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. De travail, son niveau des conditions. Non, ouais, ok. Petite pause. Petite pause après tout cet échauffement intellectuel. J'espère que vous allez bien. J'ai fait exprès de mettre ça maintenant parce que justement avant qu'on attaque les résultats directement, pour les gens qui ne sont pas des cracks en Terre du Milieu, je ne pense pas que tout le monde le soit, excusez-moi, dans le chat. Je vous ai proposé quand même une petite visite. Alors c'est exactement le même truc que je vous avais proposé dans la conférence précédente, c'est-à-dire de se resituer un petit peu qu'est-ce que la Terre du Milieu, où on est, comment ça marche, c'est quoi la géographie, pour vous rappeler grossièrement le théâtre des affrontements du Seigneur des Anneaux. Ça se passe dans cet endroit-là, ok. J'ai perdu le lien de la carte perso lors du formatage. Eh ben écoute, tu sais quoi, je vais te le redonner. D'ailleurs, je vous l'avais donné la dernière fois, mais je vais vous le redonner ici. Voici le lien de la carte que je suis en train d'utiliser actuellement. C'est une carte interactive qui est très intéressante parce qu'elle permet justement de suivre le chemin de certaines personnalités que vous connaissez. Typiquement, là en bleu, vous avez le chemin de la compagnie de Thorin à travers bien, le Hobbit, vous savez, cette trilogie incroyable ou pas, qui suit les aventures de Bilbo et la compagnie des nains. Sachant que, pour un petit peu mieux apprécier le décor du Seigneur des Anneaux, je préfère suivre les aventures de Frodon et Sam. Thorin et cul de chêne, exactement, c'est ça. Le bon vieux Thorin. Ici, nous suivons Frodon et Sam. Donc, comment ça se passe ? Dans côté ouest, vous avez la comté. Ils partent du coup plein est pour arriver finalement jusqu'à Rivendell-Foncombe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'endroit où la communauté de l'anneau est formée, avant de redescendre très tranquillement pour aller, dont l'objectif c'est d'aller jeter l'anneau évidemment. Ils sont obligés de traverser les montagnes de brume ici, The Misty Mountains. Ils essayent de passer par le col, mais Saruman les arrête en leur faisant un petit rituel. Donc du coup, ils décident de redescendre pour finalement passer par les mines de la Moria et devoir fuir devant le grand Balrog. Ils fuient. Ils vont jusqu'à la forêt, la Lorienne, où les elfes les accueillent, leur fait des cadeaux, ils sont contents. Ils sont tellement heureux qu'ils partent assez rapidement finalement en bateau pour faire redescendre très tranquillement jusqu'à arriver ici au niveau des chutes de Rhoros. Là, vous savez, ils sont obligés de faire escale. Il y a Boromir qui meurt et là, bam, c'est la fin de la communauté de l'anneau du film. Ensuite, les deux autres films en fait se passent globalement sur ce trajet-là et pour ce qui est de Frodon et Sam en tout cas, d'accord. Les lieux d'intérêt pour ce qui va nous concerner aujourd'hui, nous, donc là vous avez le Mordor qui va être assez intéressant. Regardez, avec le mont du destin, donc le Mordor, on va s'intéresser un petit peu à cette partie-là. Au sud, vous avez plutôt le Gondor, ici, avec Minas Tirith qui est là. Est-ce que je peux plus zoomer que ça ou pas? Non, on dirait qu'on ne peut pas plus zoomer. La Dame de Lorien. Le Hobbit n'est pas une trilogie. Ah ouais, c'est quoi le Hobbit alors? Regardez, là, il y a Minas Tirith. C'est pour vous situer un petit peu les villes, tout ça. Le gouffre de Helm qui est par ici. Et là, on a la forêt de Fangorn. Je vous donne des lieux parce que ça peut être utile, ça va être utile pour la suite. Rivendell, je vous le rappelle, Foncombe qui est par là. Donc voilà, typiquement, le voyage s'est fait de ouest en est en allant vers le sud. Voilà, en gros, petit rappel, c'était une petite manière aussi de s'alléger l'esprit quelques instants avant d'attaquer les résultats. Un seul livre, ah oui, excuse-moi, une trilogie filmographique, mais effectivement, ce n'est qu'un seul livre. Les régions les plus importantes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tac.
Ok, on est parti, mesdames et messieurs, pour la partie résultat. Cette fois-ci, enfin, on va pouvoir attaquer le climat de la Terre du Milieu. À chaque fois, enfin souvent, enfin pas tout le temps, mais je vais essayer de comparer justement les deux résultats. Je vous rappelle que d'un côté, on a simulé la Terre moderne pendant 1000 ans et on a pris les 30 dernières années. Et de l'autre côté, j'ai oublié de le dire, on a simulé la Terre du Milieu, mais on l'a simulé que pendant 70 ans, ce qui est normalement pas assez quand on fait des modèles climatiques. 70 ans, c'est pas beaucoup. Ça permet pas d'avoir un climat final qui est, on va dire, relativement stable, mais pour l'exercice, on va dire que, d'après ce que dit l'auteur, c'est déjà pas mal. Et dans les 70, on va moyenner les 10 dernières années. Voilà, c'est ça. Merci énormément Andrew, merci Nonosan, pardon, 1973, merci beaucoup pour le sub. Pour avoir offert ton sub à Andrew 1830, incroyable ça, les années qui s'offrent des subs entre 1973 et 1830, il y a pas mal de générations d'écart. En tout cas, on dirait que c'est l'arrière petit-fils qui donne de qui récompense, qui offre un sub à son arrière-grand-père. Incroyable, en tout cas, merci beaucoup nos 200 1973. Du coup, je sais pas si ça correspond à votre date de naissance en tout cas, mais tout va bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, d'un côté, la Terre moderne qui est simulée pendant 1000 ans, on fait la moyenne des 30 dernières années. Oui, c'est ça. Et de l'autre, la Terre du Milieu, 70 ans, et on fait la moyenne des 10 dernières années. Bon, c'est des détails. Voilà, de toute façon, il y a tout dans la publication si vous voulez en savoir un peu plus. Du coup, je vais essayer de comparer à chaque fois. Ça va pas toujours être le cas, mais voilà, là, on peut le faire. D'abord, la carte des températures. Les températures, comment varient-elles? Alors déjà, vous avez la carte de l'Europe. Et de ce que dit l'auteur, je ne suis pas allé vérifier, mais je lui fais plutôt confiance. L'auteur dit que la carte des températures de l'Europe, enfin j'ai même celle du monde, mais là on va se focaliser sur l'Europe, est globalement fidèle à ce que on pourrait obtenir, enfin à ce qu'est la température, on va dire, d'aujourd'hui si on n'avait pas fait le réchauffement climatique. Et encore aujourd'hui, ça va, l'impact est relatif et pas encore trop grave. Donc voilà, il y a une. En fait, je vous le dis dans le mail. Pourquoi on a fait la simulation de la Terre moderne, c'est pour juger de la puissance du modèle, de la représentativité, on va dire, du modèle. À quel point le modèle est bon à utiliser ou pas. C'est pour ça qu'un modèle, quand vous le lancez sur quelque chose que vous ne connaissez pas, vous allez avoir un résultat, mais vous ne pourrez pas juger en fait de savoir si le résultat est une bonne prédiction ou une mauvaise prédiction. Pour savoir justement si la prédiction est plutôt correcte ou pas, vous allez simuler un environnement passé en général, enfin utiliser le modèle dans le passé pour simuler un environnement présent. Et cet environnement présent, vous allez la simulation de cet environnement présent, vous allez le comparer avec le vrai présent et vous allez voir si c'est la même chose ou pas. Si c'est la même chose, ça veut dire que votre modèle est relativement bon puisqu'il a réussi à resimuler ce qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà l'objectif. Voilà, je vous le donne. La raison pour laquelle il a vraiment simulé la Terre moderne, c'est pour ça. En fait, c'est pour confirmer que le modèle qu'il utilise n'est pas si dégueu que ça, quoi. Sujet passionnant, il y aura replay. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Merci Skoko2T pour ton message. Il y aura un replay qui sera dès demain. Je vais le faire juste après la conf. Un temps fort. Enfin, il sera disponible dès demain. Vous pourrez le voir sur ma chaîne Twitch dans l'onglet vidéo. Quand vous allez sur ma chaîne Twitch, il y a un onglet vidéo et vous pouvez voir beaucoup de mes rediffs. Les compréhensions inclus et aussi justement cette conférence-là. Donc oui, aucun souci. Donc les températures, la distribution des températures, vous les avez sur ces deux cartes. Et vous voyez que donc vous avez l'échelle à chaque fois à droite avec le plus froid qui est indiqué en violet. Vous avez une sorte d'arc-en-ciel et plus vous montez dans le rouge, plus vous avez des températures élevées. Ok, jusque là ça va. Sachant que la température dans la réalité, elle va varier selon grossièrement 3 critères. Il y a l'éclairement qui est très important. L'éclairement, du coup, on en a parlé tout à l'heure avec la question qui était au sujet justement de la variation des climats en fonction de l'inclinaison de la Terre.
Donc là, je vais en reparler, justement. Non, excusez-moi, là, c'est la rotondité de la Terre qui explique pourquoi, justement, il y a un éclairement qui est différent. L'éclairement, en fait, il dépend de plusieurs choses. Il dépend à la fois de la... excusez-moi, il dépend à la fois de la rotondité de la Terre, il dépend de la vitesse de rotation aussi, de l'orientation de l'axe, et de la distance au Soleil, et aussi de la taille de la planète, quoi, et de l'activité solaire, si le Soleil est plus ou moins actif, et de la taille du Soleil. Donc il y a plein de facteurs qui sont plus astrophysiques pour le coup, ou planétologiques, on va dire, qui vont en fait conditionner la quantité de lumière que vous allez recevoir. D'accord ? Et là, un des aspects que je voulais souligner, c'est la différence d'éclairement en fonction de la zone géographique qui est visée à cause justement de la rotondité de la Terre. Ici, dans une Terre ronde comme celle-ci, il y a représenté ici 3 flux d'énergie, de lumière, si vous voulez, qui viennent du Soleil. Et vous pouvez voir en fait que les surfaces ici qui reçoivent une même énergie, les surfaces sont différentes. C'est-à-dire que la surface qui est plus proche de l'équateur, ici S1, est plus petite que la surface S3. Ça veut dire que la surface S1 reçoit plus d'énergie pour une même surface que S3. En gros, c'est ça. Puisque comme S1 a une surface plus petite, il reçoit une énergie, la même énergie que S3, mais comme S1 est plus petite, et ben, finalement, vous avez plus d'énergie par mètre carré. Okay, quand vous ramenez tout ça à la même surface. Okay, les Istari et les elfes sont partis. Ah oui, c'est vrai. Bah, comme c'est vrai que la conférence n'est pas en elfique, ça peut être un peu compliqué de suivre. Du coup, ça va complètement engendrer une différence de température, d'énergie reçue par mètre carré. Et c'est pour ça qu'à l'équateur, on a des températures très chaudes. C'est parce que justement, on maximise, on va dire, la quantité d'énergie pour une surface donnée. Okay, et voilà, c'est ce qui explique déjà les différences de température en fonction des latitudes. Vous savez, les latitudes, c'est les différents niveaux à l'horizontale, comme ça, autour de la planète, qui quadrille, on va dire, la planète. Et vous avez aussi l'axe, l'inclinaison de l'axe, qui va du coup, lui, plus définir les saisons, mais les saisons, du coup, le fait que l'axe soit incliné, vous n'allez pas éclairer aussi autant toutes les zones géographiques de la même manière, et donc vous allez créer du coup cette instabilité d'éclairement qui va donc créer les saisons et qui va donc influencer sur le climat aussi indirectement. Donc voilà, l'éclairement qui est important à prendre en compte pour expliquer pourquoi, par exemple, il fait plus chaud à Aradweth au nord, là, je sais pas comment on va dire Arad, parce que je crois qu'on peut prononcer Arad, dans le sud de la Terre du Milieu, on a une température plus chaude, puisqu'on est plus proche de l'équateur. Ah, j'ai oublié de le dire, mais ici, la manière dont est la Terre du Milieu, il faut que je le rappelle, la Terre du Milieu, c'est dans ce cadre rouge, d'accord, qui est ici. Okay, et vous voyez la manière dont a été projeté, mis en projection la carte. Vous voyez clairement que l'équateur, là, il passe au milieu, et vous avez la Terre du Milieu qui est plutôt au nord, qui est dans une position un peu semblable qu'occupe celle de l'Europe. Vous avez ici rappelé l'axe des latitudes. Okay, vous voyez que Arad est typiquement à 30 degrés nord, quoi, en latitude. Donc plus proche de l'équateur, donc plus chaud. Deuxième critère, c'est l'altitude, puisque vous n'êtes pas sans savoir que plus on monte en altitude en montagne, plus il fait froid. Et donc là, on a exactement le même phénomène, avec au niveau des chaînes de montagnes, que ce soit les montagnes de brume ici, ou les autres chaînes de montagnes, les montagnes qui là sont autour du Mordor par exemple. Celle-ci, c'est les montagnes blanches, je crois, là, dont il y a Minas Tirith tout au bout, là, vous vous souvenez, ici, il y a Minas Tirith. Donc, globalement, au niveau des montagnes, vous avez aussi des températures qui sont légèrement plus basses que dans le reste du pays. Ça se voit aussi sur la carte de l'Europe, avec ici
les Alpes, je crois, où il y a un peu plus, des températures un peu plus basses, j'ai l'impression. Troisième critère important à prendre en compte pour expliquer la distribution des températures, c'est la proximité avec les océans. Typiquement, plus vous êtes proche des océans et plus vos saisons sont tempérées, entre guillemets, dans le sens où vous n'avez pas des grosses variations de température entre l'hiver et l'été. Je pense que vous connaissez ce proverbe qui dit la mer tempère. Merci beaucoup Dars Serror, bienvenue et merci énormément pour ton follow. Je pense que vous connaissez l'idée que la mer tempère, c'est dans le sens que les saisons n'ont pas de différence. Les zones qui sont proches des océans ont en général pas trop de grosses différences de température dans leur saison. On parle aussi de saisonnalité. Une région qui a une grande saisonnalité, c'est une région où les saisons sont très marquées les unes des autres. Et plus on s'éloigne en fait des océans, donc typiquement en Europe, c'est plus on s'éloigne de l'océan Atlantique, donc plus on va à l'est, vers la Russie, et plus finalement on va avoir des hivers qui seront plus froids et des étés qui seront plus chauds. C'est pas uniquement valable pour le Gulf Stream, ça. Je sais pas. Peut-être que c'est uniquement une exception par rapport au Gulf Stream. Là, je me suis juste basé sur ce qu'a dit l'auteur dans le papier. J'ai l'impression qu'il avait dit, lui, plutôt une généralité, mais peut-être qu'il a aussi simplifié le cas. J'ai l'impression que là, c'est vraiment lié aux océans, mais peut-être qu'effectivement c'est quelque chose d'imprécis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc là on observe la même chose typiquement. On observe la même chose pour ce qui est de la Terre du Milieu. En vous écartant des océans, vous allez avoir des températures un peu plus basses. Ok. Dans l'Est, quoi. Bon, quoique ça, ça a l'air d'être un peu moins vrai ici. Mais attendez, faire. Là, c'est plus dans le nord et il y a, c'est pas non plus hyper marqué. En tout cas, c'est un des caractères qui est à prendre en général en compte. Est-ce que j'ai oublié un truc? Et ce qui se passe quand on est dans une zone où la saisonnalité est plus élevée, c'est que on est globalement plus froid en température générale. Pourquoi? Parce que les hivers sont plus froids. Ah oui, c'est ça, excusez-moi. J'aurais dû le préciser. Les hivers sont plus froids que les étés ne sont chauds. Même s'il y a une différence plus importante entre été et hiver, les hivers sont plus froids que les étés ne sont plus chauds. Donc du coup, globalement, on aura des températures un peu plus basses. Donc c'est le cas. Et même les grands lacs génèrent des microclimats locaux. Ok, je ne savais pas ça. La Comté est toujours mon pays. Ouais, on va continuer d'avancer. On verra justement à la fin. Je vous réserve un petit peu je vous réserve des surprises. Vous allez un petit peu saisir certaines régions en tout cas, et choisir un petit peu votre lieu idéal de vie. Ça dépend aussi si à l'est ou à l'ouest de la Terre. Voilà, dites-vous bien que c'est en s'écartant des océans qu'on augmente plus la saisonnalité, quoi. Et donc on refroidit. Donc ça, c'était pour ce qui concernait les différences de la répartition des températures. Maintenant, nouveau résultat, c'est les précipitations. Alors je me souviens, il y avait une question dans la conférence précédente, c'était pendant le waiting screen de la conférence précédente, il y avait une question, je ne sais plus qui l'avait posée, si c'était Tagazin ou je ne me souviens plus, qui disait est-ce qu'il pleut toujours à Rivendell? Eh bien justement, je vais apporter une réponse aujourd'hui incroyable sur cette fameuse question, puisque je vais vous parler des précipitations et d'un phénomène qui est relativement connu, qui s'appelle l'effet d'ombre pluviométrique. D'accord ? C'est ce qui est représenté ici sur ce schéma en bas à gauche, l'effet d'ombre pluviométrique. Donc c'est un effet dû aux montagnes, au relief, on va dire, qui vont en quelque sorte arrêter
arrêter l'humidité. En gros, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez sur le versant gauche ici de la montagne, dans lequel pardon, vous avez plutôt de l'air humide qui va s'accumuler, monter, va éventuellement chauffer et monter en altitude progressivement en longeant la montagne et se refroidir au fur et à mesure que ça monte à cause des températures plus froides en montagne. Et vous allez avoir des précipitations, sauf que les précipitations vont rester que du côté gauche de la montagne, d'accord? Et donc, l'air qui va éventuellement continuer de monter même après les précipitations va être vraiment très appauvri en humidité. Donc, va passer le col de la montagne, mais va avoir perdu une bonne partie de son humidité à cause des précipitations qui sont localisées vraiment sur le versant gauche de la montagne. Et sur le versant droit, au contraire, vous aurez un air qui est beaucoup plus sec et qui va justement passer dans la région comme ça, et donc il n'y aura pas ou peu de précipitations dans cet endroit-là, ou moins en tout cas. Et c'est typiquement ce qui se passe du coup ici, dans la Terre du Milieu. Vous avez la carte des précipitations avec plus c'est blanc, moins il y a de pluie, plus c'est haut, plus où il y a de pluie, sachant que l'échelle ici, c'est le nombre en centimètres par an de pluie qui tombe, d'accord? Donc en gros, donc quand c'est quasiment noir, là, très gris foncé, vous avez au maximum 3 cm de précipitation. Ce qui se passe ici en Terre du Milieu, c'est que vous avez l'océan qui est à l'ouest et vous avez des courants d'air. Donc ça, je vais vous montrer après la carte des vents. Mais en gros, vous avez des courants d'air humides qui arrivent des océans, de l'atmosphère, donc de l'air humide qui vient de l'ouest, et qui va arriver justement au niveau de Rivendell. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de Rivendell? Juste à l'est de Rivendell, vous avez justement la montagne des brumes qui est ici, cette longue chaîne de montagnes, et donc vous allez typiquement avoir cet effet de zone d'ombre pluviométrique où les précipitations vont se localiser sur le versant ouest, et donc il va pleuvoir régulièrement, relativement souvent à Rivendell comparé à d'autres régions. Et d'ailleurs, là je vous ai mis une petite illustration de Rivendell, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'eau qui coule en général dans la région, donc voilà, plutôt bien respecté, j'ai envie de dire. Et par contre, autre point, c'est que la Fangorn, la forêt de Fangorn, à l'inverse, vous voyez qu'elle est plutôt située dans une région où, a priori, elle se trouve dans la zone d'ombre pluviométrique, donc un endroit où il y a peu de précipitations, et donc je ne vais pas dire que c'est une faute de l'auteur, je ne me permettrai pas de critiquer Tolkien, mais disons que c'est un endroit où on ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de précipitations. Quand il n'y a pas beaucoup de précipitations, on ne trouve pas forcément une végétation luxuriante, et donc on ne s'attend pas à ce que dans la forêt de Fangorn, elle soit aussi dense en végétation. Donc voilà, j'aurais peut-être pas mis une forêt peuplée de cette manière-là à cet endroit-là, si j'étais Tolkien. Mais bon, ça c'est vraiment pour le détail, mais c'est aussi ce qu'on aime faire aussi, c'est voilà, reprendre, parler des choses qui fitent bien et des choses qui fitent un peu moins bien, quoi. Rivendell, c'est les Vosgiens en fait, et de l'autre côté de l'Alsace, ici il fait beau. Ouais, c'est un peu ça. Fangorn, faut pas y aller. Ouais, de toute façon, faut pas y aller. Après, on peut expliquer qu'il y a des arbres à Fangorn parce que il y a de la magie et que voilà, il n'y a pas besoin de pluie, la magie suffit. Ça, ta gueule, c'est magique, ça marchera un peu toujours, je pense. Ouais, un mauvais endroit pour aller chercher un sapin, effectivement. Il y a la dame de l'eau. Ah bon, il y a la dame de l'eau, c'est pour ça? C'est qui ça, la dame de l'eau? Moi, faut me backciter aussi Tolkien. Du coup, les précipitations, on n'a pas fini. Autre zone intéressante à étudier au niveau des précipitations, c'est le Mordor et aussi Arad Ouest. Arad. On va dire Arad. Hein. Je vais arrêter d'essayer de prononcer ça. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est au contraire des zones dans lesquelles il y a peu de précipitations. Alors, sachant que on peut expliquer déjà le fait qu'il n'y a pas de précipitation en Mordor à cause de l'influence néfaste de Sauron et de sa magie maléfique, mais on va essayer quand même de le comprendre sans ça, puisque on a pareil un effet d'ombre pluviométrique qu'on peut expliquer, puisque vous avez des chaînes de montagnes dans le sud de la Terre du Milieu, en particulier une au nord du Mordor ici, qui peut arrêter justement les précipitations et avoir de l'autre côté une région relativement sèche.
de la même pour Aradwef avec les chaînes qui sont ici. Et c'est marrant parce que ce phénomène-là, d'ombre pluviométrique, je vous donne un exemple du coup dans la réalité cette fois-ci, avec Atlas, qui est une chaîne de montagne que je connaissais pas du tout, qui traverse en fait les 3 pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, et qui est en fait déjà une très belle chaîne de montagne. J'ai pris la photo de Wikipédia, c'est assez joli. Je suis jamais allé dans les pays du Maghreb, mais vu le paysage, je me dis que ça serait peut-être une bonne idée d'y aller. Et cette chaîne de montagne, eh bien, participe complètement à l'effet d'onde pluviométrique qui explique la sécheresse du Sahara. Enfin, il y a plusieurs choses qui expliquent la sécheresse qu'il y a au Sahara. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément va bientôt arriver. Mais un des éléments, c'est cet effet d'onde pluviométrique de la chaîne de montagne Atlas, qui est ici, qui est représentée en rouge, et qui va arrêter, en fait, les précipitations sur son versant nord, pour le coup. Et là, tout le sud va être appauvri, et on va se retrouver avec le désert du Sahara, quoi. Voilà, une des raisons qui explique pourquoi le Sahara est sec. Deuxième raison, et là c'est peut-être la slide la plus compliquée, quoique on a fait la slide sur la modélisation qui était bien prise de tête. Ça va, vous suivez dans le chat là, ou comment ça se passe là? Deuxième slide, ça va peut-être la slide un peu longue, hein, où il faudra expliquer des trucs. Encore plus loin au sud, après Arad, il y a une région qui est principalement constituée de jungle, je pense. Ah, justement, ça m'aide parce que effectivement, ça simule très bien la partie équatoriale. Quand je vous disais que Tolkien s'était inspiré du monde réel, bon, on va pas dire que la Terre du milieu égale la Terre. Déjà, je vous ai mis ici en haut et en bas les deux cartes. Qu'est-ce que je vais vous expliquer dans ces slides qui a l'air hyper compliqué? Je vais vous expliquer un deuxième phénomène qui explique la sécheresse qu'il y a au Sahara et aussi pourquoi du coup il fait sec à Arad. C'est ce qu'on appelle les mouvements d'air, enfin la circulation atmosphérique, pardon. Et je vais vous donner un cas de circulation atmosphérique, donc de circulation d'air, qui est appelé les cellules de Hadley. Donc je pense que vous en avez entendu parler. Et peut-être que ça va être juste un rappel pour vous, mais moi je connaissais de nom, mais je ne savais plus ce que c'était. Bon, je vais vous réexpliquer ce que c'est en gros. Alors, déjà, il faut comprendre que la Terre, du coup, est divisée. On peut diviser la Terre on peut placer 3 lignes. La ligne de l'équateur, ok, ça va, hein, qui est à 0 degré. Et ensuite les tropiques, qui sont situés à 23 degrés nord et aussi à 23 degrés sud, ok. Et après, donc ça c'est la zone, ce qu'on appelle la zone tropicale, ça va être la zone plus autour des tropiques, voire même en dessous des tropiques, ça va être la zone entre l'équateur et les tropiques, ça va être la zone tropicale, d'accord. Et on va définir ce qu'on appelle une zone subtropicale, ça va être la zone qui va être juste au-dessus des tropiques, donc ça va être au-dessus de 23 degrés nord pour l'hémisphère nord et au-dessus de 23 degrés nord pour ce qui est de l'hémisphère sud, d'accord. Les zones subtropicales, c'est les zones au-dessus. Alors ça fait bizarre de dire au-dessus pour l'hémisphère sud, sachant qu'au-dessus, on a tendance à voir le dessus, mais en fait, vous savez, les latitudes, dans l'hémisphère sud, quand on dit qu'on augmente en altitude, on descend. Enfin, vous voyez, faut inverser le... Vous avez compris? Je sais que mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler, quoi. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, donc ça, déjà, il faut l'annoncer. Si on regarde maintenant la Terre du milieu, ici en bas, vous avez pareil, vous pouvez définir ici un 0 en équateur, et pareil, j'ai tracé les tropiques, l'équivalent des tropiques qui sont à 23 degrés. Et sachant que la zone de Arad, vous voyez, elle est en région subtropicale, là, ici, voire même un peu plus basse. Je sais pas trop en fait comment elle est fait la Terre du milieu à ce niveau-là, mais voilà, elle est dans la région, on va dire, du tropique du nord, voire subtropical. Ce qui se passe, c'est que maintenant je vais expliquer le concept de la cellule de Hadley, qui est un mouvement d'une circulation atmosphérique, pardon. Donc c'est un mouvement d'air. Qu'est-ce qui se passe? En gros, tout commence à l'équateur. Donc regardez bien mon curseur, mais d'ailleurs, attendez. Ah oui, non, je sais pas.
Je sais pas si je peux... Non, je l'ai pas là. Donc tout commence ici au niveau de l'équateur. Ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. C'est pas exactement l'équateur en tant que tel, c'est pas situé à l'équateur, mais c'est quasiment la même chose, d'accord. Moi, je vais dire l'équateur pour dire les choses grossièrement, mais on peut dire l'équateur, on va dire ça pour vulgariser. À l'équateur, il fait quoi? Il fait chaud et il fait humide. Donc en fait, vous avez, comme il fait chaud, les masses d'air vont avoir tendance à monter. Vous savez, quand vous avez de l'air chaud, ça monte, tout simplement. Et c'est tellement humide qu'en montant, ça va se refroidir. Vous allez avoir de la condensation et vous allez avoir de la pluie. C'est pour ça qu'à l'équateur, il fait chaud et humide toute la nuit, toute l'année, parce que justement, il y a toujours cette chaleur qui fait monter l'air et qui après l'air en refroidissant provoque les précipitations, donc il pleut quasiment tout le temps, sauf que une fois qu'il a plu, une partie de l'air est complètement asséché, et ce que va faire l'air qui reste encore en l'air et qui est sec, il va à ce moment-là se déplacer, soit au nord, soit au sud, ok. Il peut avoir le choix de soit aller au nord, soit au sud. Pourquoi il se déplace? Parce qu'en fait, il fait tellement chaud que l'air chaud monte, sauf que l'air peut pas monter à l'infini, d'accord? Il arrive au bout d'un moment à ce qu'on appelle la tropopause, c'est la limite entre la troposphère et la stratosphère, ça se situe à peu près à une quinzaine de kilomètres au-dessus de notre tête. Donc à cet niveau-là, l'air peut plus monter. Alors on continue de le pousser comme ça vers le haut, mais il peut plus monter. Donc ce qu'il va faire, c'est le flux d'air va se déplacer de tous les côtés. Et il va partir aussi vers le nord et vers le sud, d'accord? Donc vous avez les deux directions. Je suis HS, je checkerai la rediff. Et ben bonne nuit Kofi et merci d'être passé. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez une masse d'air qui va au nord et une au sud. On va juste s'intéresser au cas du nord, sachant que ce qui se passe au nord, vous avez le symétrique au sud. Donc, si vous comprenez ce qui se passe au nord, vous avez la même chose qui se passe dans l'hémisphère sud. D'accord? Donc, je vais juste vous décrire ce qui se passe au nord. Vous avez une masse d'air qui est du coup plus sec. Enfin, une masse donc sèche, vous avez une masse plus sèche parce qu'il y a eu les précipitations avant, et elle est chaude. Alors ce qui se passe, c'est que en montant dans le nord, en allant dans le nord, elle va progressivement se refroidir en fait, parce que le nord est moins, tout simplement, à des températures moins élevées, moins éclairées, donc en se déplaçant vers le nord, cette masse d'air va se refroidir progressivement, ok ? Jusqu'à atteindre un niveau qui s'appelle la latitude des chevaux, qui est à 30 degrés. J'adore ce graphe. Ouais, moi aussi j'adore. On kiffe, hein. Mais RT si t'es content. 30 degrés, c'est la latitude des chevaux. 30 degrés, c'est un peu au-dessus des 23 degrés des tropiques, d'accord? Je vous ai dit, faut suivre. Hein. Faut suivre cette slide, c'est compliqué. 23 degrés les tropiques, je rappelle. 30 degrés, c'est juste au-dessus. D'accord? Donc c'est en zone subtropicale, ok? Donc l'air arrive jusqu'au niveau de la latitude des chevaux et ensuite va descendre brusquement selon un phénomène de subsidence. Ça c'est pour me la péter et pour briller en soirée. Vous connaissez l'ascendance? Subsidence, c'est le mot qui veut dire l'inverse, qui veut dire tout simplement descendre. Ascendance montée, subsidence, descendre. Donc voilà, si vous voulez briller en soirée mondaine, surtout n'hésitez pas, je n'ai pas mis de copyright sur ce mot. L'air descend au niveau de la latitude des chevaux, et à ce moment-là, je vous le dis, c'est un air qui est sec. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement assécher un peu l'endroit, enfin tout ce qu'il rencontre en descendant. Et donc c'est pour ça que dans les zones subtropicales, vous n'allez pas avoir ou peu de nuages, parce que cet air sec va justement dissoudre l'humidité ambiante, va réduire l'humidité et va empêcher la formation des nuages. Et c'est pour ça qu'au niveau du Sahara, là juste au-dessus du tropique par exemple, vous allez avoir un grand ciel bleu et que vous allez assécher en fait cette zone. Ok. Question bête, pourquoi l'attitude des chevaux? Alors, non, c'est une question pas du tout bête. Pourquoi à cette latitude-là précisément et pas à une autre? En fait, ça dépend de la rotation de la Terre. J'ai toujours cru que la latitude des chevaux correspondait au tropique. Non, pas tout à fait. La latitude des chevaux est subtropicale plutôt. Ça va dépendre de la rotation de la Terre. Si vous faites tourner votre Terre plus rapidement,
vous allez provoquer ce qu'on appelle l'effet Coriolis. Ok, je ne sais pas si vous connaissez cet effet-là. C'est l'effet qui explique que justement les masses d'air se déplacent selon une direction. Je ne l'ai pas dit volontairement pour pas complexifier, mais depuis tout à l'heure je parle de l'air là qui monte dans les latitudes nord, mais en fait il monte pas full nord, il monte pas nord-nord, il va partir nord-est en fait. À cause de l'effet de Coriolis, l'air va partir plutôt à l'est, va être emporté par la vitesse de rotation de la Terre. En fait, le fait que la Terre tourne sur elle-même va induire l'effet de Coriolis et va induire des mouvements d'air qui vont partir vers l'est quand vous partez vers le nord. Pourquoi les chevaux? D'accord. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que plus vous augmentez la vitesse de la rotation de la Terre, et plus, je crois, la cellule va aller loin. La cellule de Hadley aurait pu aller plus loin en latitude si la vitesse tournait plus rapidement autour d'elle. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. J'avais vu ça quelque part. Alors pourquoi c'est le nom? C'est écrit dans l'article Wikipédia, je me souviens plus. Je crois que c'est une histoire de... je me souviens plus, c'est une histoire un peu folklorique là, avec une anecdote sur un cheval ou sur les chevaux, je sais plus. C'est un truc un peu marrant, mais je crois que c'est, franchement, si vous voulez savoir, c'est vraiment sur l'article Wikipédia. Je me souviens l'avoir lu en diagonale et je l'avais pas retenu parce que mais c'est intéressant comme question. Donc vous pouvez aller checker, peut-être on regardera à la fin du stream. Bref, ce que je disais, c'est qu'au niveau de la latitude des chevaux, les masses d'air sèche descendent. Et en descendant, en fait, elles vont s'échauffer. Pourquoi? Parce qu'à la surface, il fait plus chaud. Ok? À la surface, il fait plus chaud que en hauteur. Donc, naturellement, elles vont s'échauffer. Et en plus, elles vont assécher les endroits où elles passent. Et après, au niveau de la surface, de la latitude des chevaux, il y aura un courant d'air qui va revenir, justement, en direction de l'équateur. C'est ce qu'on appelle les alizés. Ok? Et c'est pour ça que j'ai mis justement une photo d'Alizé. Voilà, grosse ref, énorme. J'adore les blagues, j'adore faire de l'humour. Bienvenue à tous. J'espère que vous passez un très bon moment. Les alizés, ce sont ces vents qui... excusez-moi, ce sont ces vents qui partent de la latitude des chevaux et qui vont en direction de l'équateur. En fait, ça ferme le cycle, ça ferme la circulation de la cellule de Hadley, d'accord? Et pourquoi il y a cette direction-là? Eh bien, c'est parce que, en fait, au niveau de l'équateur, vous avez moins de pression, c'est une zone un peu plus de dépression, alors que ici, vous avez, au niveau de la latitude des chevaux, vous avez au contraire beaucoup une pression plus élevée d'air. Et donc, comme l'air se déplace toujours des régions de plus haute pression vers la région de plus basse pression, vous allez avoir spontanément la création, l'existence de ces alizés, donc ces vents qui vont aller de la latitude des chevaux à l'équateur. Et donc en faisant ce mouvement-là, ces vents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont assécher tout ce qu'ils trouvent quasiment. En fait, comme ils sont secs, je vous rappelle, ils proviennent de la cellule de Hadley. Là, ils ont fait tout le voyage en altitude. Après, ils sont retournés en surface et après, ils reviennent au niveau de l'équateur. Ces airs sont secs et donc ils vont venir en fait assécher tout ce qu'ils trouvent et ils vont accumuler de l'humidité. Ils vont accumuler de l'humidité très progressivement jusqu'à cette fois-ci arriver au niveau de l'équateur où là ils seront full humidité si vous voulez, et au niveau de l'équateur, une fois qu'ils sont full humidité, ils vont remonter en hauteur et ça va repleuvoir et ainsi de suite. Voilà, là je vous ai décrit le cycle d'une cellule de Hadley en gros de l'équateur jusqu'à l'équateur, puisque ça fait une boucle. Ok? C'est compris? Vous êtes mort là ou c'est ok? Je redébarque, j'ai raté 2-3 trucs et là je vois que la Terre du milieu est sphérique, choqued. Oui, en fait, on a fait une projection justement. T'as raté le moment, Germain Lvis, où on a fait une projection. Donc en fait, c'est une hypothèse de travail. L'auteur a décidé de prendre la Terre plate qu'est la Terre du milieu et de faire une projection comme ça. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Une sombre histoire de marin qui était coincé par l'absence de vent et était obligé de sacrifier des chevaux. Et voilà, ça me rappelle un truc, effectivement. La latitude des chevaux, ce n'est que dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, la zone correspondante n'a pas de nom. Ah ouais? On ne dit pas... c'est pas la même chose?
D'accord, je pensais que là, ils avaient pas mis parce que ça s'appelle la même chose. Mais en gros, grosso modo, les cellules, la cellule de Hadley, vous la retrouvez aussi au sud avec les directions qui sont différentes à cause de l'effet de la force Coriolis. Bon, je rentre pas dans les détails, on s'en fout un peu. Mais grosso modo, vous avez une symétrie entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud en termes de mouvement de masse d'air, quoi. De circulation atmosphérique, c'est ça le terme technique. Ok. Ouf. Je pense qu'on a fait le tour de cette slide de la mort. Autre résultat, ça c'était pour les précipitations du coup. Ah oui, bon attendez, mais peut-être qu'il faut que j'explique. Du coup, les cellules de Hadley ont tendance à, ce que je disais, à assécher les zones au niveau de la latitude des chevaux. Et qu'est-ce qu'il y a à la latitude des chevaux? Bah bam, il y a le Sahara, ok. Et là, qu'est-ce qu'il y a à la latitude des chevaux pour ce qui est de la Terre du Milieu? Bah bam, il y a Arad. Bon voilà. Donc l'assèchement du Sahara, pour conclure, c'est dû à deux choses. D'une part, ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'effet d'ombre pluviométrique à cause des montagnes, et d'autre part à cause des cellules de Hadley. Voilà, ça fait partie, il y a d'autres effets je crois, mais ça fait partie de deux grosses choses qui contribuent, on peut dire, à l'assèchement du Sahara, de cette zone subtropicale, et pareil pour Arad du coup. Ça peut expliquer pourquoi Arad est aussi sec. Sachant que les zones subtropicales, là je parle beaucoup du Sahara, mais regardez ce qu'on a en zone subtropicale. On a aussi cette région-là de l'Afrique, là au niveau du sud, Afrique du Sud. On a aussi l'Australie. Donc en fait, c'est pas anodin, c'est-à-dire que on a vraiment des endroits au niveau subtropical où dans le monde on a un assèchement. Bon, c'est pas le cas partout, mais ça explique au moins certains déserts qu'on retrouve en Afrique du Sud et en Australie, d'accord? Et même aussi au Chili, le désert d'Atacama. C'est à cause de ça, d'accord? Donc voilà typiquement d'autres exemples, pas que le Sahara, qui peuvent vous expliquer pourquoi on a des endroits arides en fait sur Terre. Bref, j'avance un peu, c'est déjà 22h30, on se gave là, on se fait vraiment plaisir. Quelle présentation, moi je suis ravi de... Je sais pas comment vous vivez ça, si vous êtes content de suivre ou pas. N'hésitez pas à faire vos retours. Évidemment, on voit encore plus que la Terre de Tolkien ressemble beaucoup à la nôtre à une époque semi-pangélique. Oui, c'est ça. Pangélique, pardon. Vu que tout est à l'envers dans l'hémisphère sud, j'aurais tendance à l'appeler la latitude des Vosges. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a une proposition à faire auprès de la communauté des climatologues. Allez, troisième résultat, on arrive au bout. Alors, le plus là c'est facile, hein. Le plus dur c'était les précipitations, l'orientation des vents. Pareil là, je vous ai pas montré la carte de l'Europe, mais c'est parce que là ce qui importe c'est vraiment la Terre du Milieu plutôt. Les vents, vous avez ici deux informations, à la fois la taille des flèches, ce qui indique la direction et la force du vent. Plus la flèche est longue, plus le vent est fort, et là, vous voyez la direction des flèches, quoi. On voit pas trop, hein, mais les flèches sont bleu clair, c'est pas très clair j'avoue. Même si dans bleu clair il y a clair, c'est pas très clair. Vous avez quand même une idée de l'orientation des vents, et vous avez une autre échelle en couleur là qui va de violet à rouge. Et ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça c'est, on va dire, l'échelle des... qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, je crois que c'est l'échelle des pressions. C'est les endroits où vous avez plus ou moins de pression atmosphérique, où les vents sont, où l'air est très concentré, au contraire, et les endroits où c'est peu concentré. Mais là, ce qui nous intéresse plus, c'est pas les zones de dépression ou de surpression, c'est plus les endroits, enfin l'orientation des vents. Et comme vous pouvez le voir ici, les havres gris, la fameuse cité elfique, grâce à laquelle vous pouvez emprunter un navire pour rejoindre les terres immortelles. Vous vous souvenez de cette dernière scène à la fin de la trilogie du Seigneur des Anneaux, et là pour le coup c'est une trilogie il me semble. Vous avez nos amis, certaines personnes de la communauté de l'anneau qui décident de prendre le bateau. Vous avez ces moments très d'émotion intense où ces personnages pleurent. Vous vous souvenez de ce moment où vous avez vous-même pleuré, c'était dur. Eh bien, sachez qu'ils ne partent pas de nulle part, ils partent des havres gris. Pourquoi? Eh bien, c'est intelligent d'être parti des havres gris parce que vous avez effectivement des vents d'est en ouest qui pourront vous porter justement jusqu'aux terres immortelles que j'ai entourées en rouge sur cette carte. Vous avez les terres immortelles, c'est ce continent ici, donc tranquille quoi. Donc ils prennent les vents et ils vont pouvoir profiter au début de leur voyage d'un petit coup de vent comme ça
pour partir plus facilement, sachant que s'ils étaient partis dans une zone plus au sud, ils auraient quand même davantage galéré, étant donné l'orientation des vents, voilà, qui est plus d'ouest en est, si vous vous intéressez aux zones dans le sud, d'accord? Trop d'émotions, ouais, c'est dur. Ah, c'était dur ces moments. Tolkien avait plus pensé ça comme une Atlantide. Ouais. Alors Atlantide, on avait vu dans la conf d'avant que Atlantide c'était justement plutôt Numénor qui est l'île qui est ici là, l'île en étoile. Mais oui, le mythe de l'Atlantide a beaucoup inspiré Tolkien effectivement. C'est quelque chose. Même les écrits de Platon en général, c'était son kiff. Le bouquin c'est dingue. Ouais. Le bouquin est pas mal. Les Agrodis, c'est la Bretagne de la Terre du Milieu. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. Parce qu'en plus, il y a pas mal de précipitations. Hein, si on revient sur le truc. Ah oui, il y a full précipitation au Havre-Gris. Hein. Ouais, moi, j'habiterais pas là-bas, hein, si j'étais vous. Enfin, loin de moi l'idée de dire que la Bretagne n'est pas un lieu hospitalier, mais quand même. Bref. Dernière partie, la végétation, mesdames et messieurs. La végétation, ça va être simple. Vous pouvez aussi, dans son modèle, il a aussi décidé de simuler comment se répartit la population après toutes ces années passées en terre du milieu, sachant que voilà, il avait déjà commencé avec des arbres et des arbustes un peu partout. Un anti-breton. En réalité, je suis jamais allé en Bretagne, mais j'aimerais bien à l'occasion. J'aimerais bien aller à Rennes, à l'espace des sciences, je ne sais pas si vous connaissez, ils font des confs souvent. Bref, ici, vous avez la répartition de plusieurs environnements, on va dire. Et ce qui concerne la végétation, c'est plus cette partie-là avec shrubs, là, qui sont les arbustes, quoi, de l'herbe plus ou moins feuillue, avec les needle leaves, c'est les épineux, voilà, c'est ça, et les broadleaf, c'est les feuillus. Donc plus vous êtes dans un vert foncé, plus vous êtes dans les feuillus. Ce que nous dit en gros la simulation, c'est que la terre du milieu est remplie d'arbres, quoi. Une simulation qui n'est pas très représentative de ce qui... Alors pour le coup, le bouquin, je sais qu'il y a beaucoup de forêts dans le bouquin, mais dans le film, c'est pas non plus... voilà. Je pense pas que dans le bouquin, il y a non plus, de ce que je me souvienne, il n'y a pas non plus des arbres partout, d'accord ? Là, il y en a, mais vraiment partout. Pour le coup, ça correspond à ce que dit, à une citation justement de notre ami Elrond, qui nous dit que, eh bien, la terre du milieu est tellement luxuriante en arbres que un écureuil serait capable de, eh bien, aller de la comté à Isengard sans toucher le sol, en se baladant d'arbre en arbre, ce qui est là relativement le cas. Bon, ça fait un sacré détour pour l'écureuil, sauf s'il arrive à passer, ou ici, en fait, il peut passer par les Misty Mountains. Je vous rappelle que la comté ici, Isengard, c'est c'est à côté de la forêt de Fangorn, donc c'est par ici. Donc là, ça c'est Needle Leaf, ça, ou c'est Grass. Les couleurs sont pas très très claires non plus. Bon, en gros, l'idée c'est qu'il y a des arbres partout. Mais oui, je trouve que la représentation du film est pas très fidèle. Ce n'est pas la steppe. Alors ça, je sais pas du tout, pour ta question, Andrew 1830. Toute particule a son antiparticule. Le film, ils ont tourné en Nouvelle-Zélande, qui a été énormément déforesté. Bon, voilà, ça expliquerait aussi pourquoi il n'y a pas autant de forêts. Bref, dernière partie. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va jouer à un petit jeu. C'est l'auteur qui s'est amusé à faire ça, encore une fois. Il s'est dit, bon, prochain film, si un jour on doit faire un remake de la trilogie du Seigneur des Anneaux, ce qui, je ne sais pas si ça arrivera un jour, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, si vous attendez un remake de cette trilogie. En tout cas, moi je trouve qu'elle est déjà très bien comme elle est. L'auteur se demande finalement où est-ce que sur Terre on pourrait trouver des endroits qui représentent le mieux les environnements du film, et en particulier deux endroits, la Comté ou le Mordor. Ici, les trois premiers graphes que vous avez en haut, c'est essayer de savoir quel lieu représente le mieux la Comté. Sachant que, attention aux codes couleurs, hein, je ne vais pas répéter, suivez bien. En vert, ce sont les endroits qui correspondent le mieux
en termes de température annuelle, ok? En bleu, ce sont les endroits qui correspondent le mieux en termes de pluviométrie, c'est-à-dire en termes de quantité de précipitation, de quantité d'eau récupérée en centimètres par an, ok? Et en rouge, c'est les endroits qui correspondent bien aux deux. En fait, le rouge, c'est le meilleur endroit parce que ça fit avec les deux, d'accord? Vert, température, bleu, précipitation, rouge, les deux sont bien. Donc en gros, les zones rouges, tout ce qu'il faut retenir, c'est les zones rouges finalement, je vous ai pris la tête pour rien. Les zones rouges sont les endroits qui pourraient ressembler le plus sur Terre à la Comté. Donc on retrouve pas mal en fait de régions en Europe de l'Est. Il y a aussi certaines villes d'Angleterre, comme par hasard, et aussi certains endroits de Nouvelle-Zélande, comme par hasard. Incroyable. Donc voilà, là vous avez la carte globale. Donc c'est plutôt les points rouges qu'il faut chercher. Ça c'est pour la Comté. Et pour le Mordor, on peut faire pareil. Et pour le Mordor, bah voilà, il y a d'autres régions du monde, en particulier aux États-Unis, dans des zones particulièrement arides, au Texas, ou même en Australie, dans certaines régions d'Australie, dans le sud-ouest, là, vers Sydney. Voilà, il y a des régions qui correspondent. À quoi ça ressemble en vrai, dans la vraie vie, dans la réalité? Parce que je suis quand même allé chercher les images. Les images ne sont pas dans l'article, mais je me suis dit, ce serait quand même intéressant de voir vraiment les paysages. Voilà, grosso modo, en reprenant les noms qui ont été suggérés dans l'article, à la fois, vous avez un joli paysage de Biélorussie qui pourrait ressembler à un beau lieu pour tourner éventuellement le prochain opus. Le remake du Seigneur des Anneaux, Lincolnshire, donc c'est en Angleterre. J'ai vu cette photo, je me suis dit, mais go en fait, c'est incroyable. En plus, il y a le mot Shire dedans, donc franchement, les gars, bon, il y a tout qui fit, quoi, c'est parfait. Là, c'est la Nouvelle-Zélande. Vous avez Dunedin North. Alors au début, j'ai vu Dunedin, je me suis dit, mais what? Attends, mais il y a vraiment une zone qui s'appelle Dunedin, comme les Dunedins dans le Seigneur des Anneaux. Vous savez, les Dunedins, ce sont, alors si je dis pas trop de bêtises, ce sont une sorte de peuple auquel appartient Aragorn, je crois, une sorte de rôdeur. Sauf que ça s'écrit A-I-N, en fait, Dunedin, dans le livre. Et là, vous avez carrément une ville qui s'appelle Dunedin North. Alors je pense que ça n'a rien à voir. C'est une coïncidence pure que la ville s'appelle comme ça. Ou alors, peut-être que Tolkien s'est inspiré, j'en sais rien. J'ai pas vu je pense que c'est une coïncidence. Full coïncidence. Enfin bon, bref. Et le Mordor, bah, vous avez des coins très arides, typical le Texas, quoi. Western Texas. New South Wales, ça c'est Wallace. Ça c'est en Australie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est près de Sydney, c'est plutôt dans du coup, le sud-est de l'Australie. Donc voilà, des paysages assez arides. Et Alice Springs, c'est aussi en Australie, je crois que c'est plutôt au niveau du centre de l'Australie, c'est à cet endroit-là, là, dans la zone centrale australienne. Donc voilà, à vous de choisir l'endroit de rêve finalement, si c'était à vous de tourner les prochains remakes des films, quoi. J'avoue que Lincolnshire, c'est incroyable. En plus, il y a le mot Shire dedans, franchement. Donc bon. Et voilà, mesdames et messieurs, j'arrive du coup à la fin de cette présentation qui a fait bien, presque 2 heures du coup. C'est bon, j'ai tenu, j'attendais, j'ai pas du tout révisé, donc je sais pas du tout combien de temps ça allait durer. Pour conclure, quand même, je fais un rappel global des idées auxquelles on peut un petit peu retenir. En gros, la Terre du Milieu ressemble furieusement à l'Europe de l'Ouest. Il y a énormément de correspondances au niveau climatique, et ce n'est pas étonnant puisque si on projette la Terre la Arda comme une carte qu'on projette sur la Terre, bah effectivement, grossièrement parlant, la Terre du Milieu se retrouve aux mêmes latitudes que finalement l'Europe de l'Ouest. Il y a plein de correspondances au niveau climatique. Est-ce que l'auteur a fait exprès de les mettre ici? Je pense que oui. Après, voilà, je voudrais pas faire de la surinterprétation ou quoi, mais je crois que c'est pas nouveau. On sait que Tolkien a voulu d'une certaine manière faire écho à certaines choses de la réalité, donc ça m'étonnerait pas. Et aussi, deuxième point, de l'importance des modèles, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que
Les modèles, c'est quand même vachement puissant pour essayer de simuler justement ce qui se passe dans l'avenir. Donc je le rappelle, le réchauffement climatique, c'est d'autant plus important aujourd'hui. La climatologie, ça l'a été moins il y a quelques centaines d'années, mais aujourd'hui, c'est quand même une science pour laquelle il faut qu'on mette de l'importance dessus, parce que peut-être que on ne sait pas comment va évoluer le climat exactement, et c'est important de savoir où on va aujourd'hui pour éviter de finir la tête dans le mur, quoi, entre guillemets. Et aussi, alors c'est important aussi de prendre en compte les limites des modèles, et du fait que un modèle, ce n'est qu'une approche de la réalité, ce n'est jamais qu'une prévision. Les prévisions ne sont jamais souvent 100% sûres. Vous avez déjà vu des mauvaises prévisions, par exemple, de la météo. Voilà, il faut aussi garder en tête que les modèles restent des modèles, et on ne peut pas pallier les modèles pour expliquer les vraies observations. Les observations, ça reste la base, les faits, ça reste la chose de base, on va dire, et qu'on peut utiliser après pour justement faire marcher les modèles, mais aussi à garder en tête les limites, voilà, de tout ça. Et voilà, sur ces paroles, je vous remercie pour votre attention. Merci énormément d'avoir suivi la conférence jusque-là. Vous étiez, je crois, une vingtaine à peu près pendant toute la conf. Donc voilà, je trouve que... Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à faire vos retours dans le chat.